la semaine prochaine plutôt. Alors, je ne sais pas si ou pas. C'est pratique parce qu'il y a une régie, mais on ne la voit pas et elle ne voit pas la régie. On va commencer. Pascal était par là. Pascal mais est je ne le là, vois il est là. plus. Ah ben si, il est là. Celui-là est pas cher. On peut démarrer ou... Oui? On a déjà un petit quart d'heure de retard, donc ce serait bien qu'on commence, si la régie est prête. Non. Ça, c'est moi et le reste, ça peut être tout de suite. Alors, on va recommencer cette matinée de réflexion avec la troisième table ronde. Merci de rejoindre vos places. Comme nous avons déjà un petit quart d'heure de retard, que nous avons tous des agendas très contraints, dont nos invités. Merci de prendre place et d'accueillir Pascal Canfin, Daniel Lebègue et Mireille Martini. On va se poser la question de où trouver et comment mobiliser ces 1100 milliards chaque année pour financer un pacte finance-climat. Et avant de les entendre, comme ça permettra à chacun de regagner sa place, je voudrais qu'on écoute Jorge d'Assis, qui est président du Comité économique et social européen et qui nous parle de la transition écologique non comme un coût, mais comme un investissement. On l'écoute. Toute la rigueur des scientifiques qu'ils sont, Pierre Laroutourou et Jean Jouzel, démontrent que s'investir véritablement dans cette lutte pour sauver la planète nécessite un effort financier considérable. Mais ce combat ne doit pas se voir sous l'angle d'un coût. C'est au contraire un investissement. Ils démontrent dans leur livre récent pour éviter les chaos climatiques et financiers que décider de prendre à bras le corps cette transition énergétique et sociétale est aussi potentiellement créateur de centaines de milliers d'emplois dans toute l'Europe. Les comptables de toutes sortes nous diront mais tout cela nécessite de trouver beaucoup d'argent. Comment faire? Là aussi, la démonstration de Pierre Laroutourou et Jean Jouzel est limpide. Ils rappellent que lors de la crise des subprimes de 2008, on a pu trouver, rien qu'avec les plans Paulson, 700 milliards de dollars très rapidement pour sauver les banques américaines menacées de faillite. C'est 4 fois plus que le montant de la dette de mon pays, la Grèce, à qui on impose une austérité sans fin. Alors, pourquoi pas un nouveau plan Marshall pour sauver la planète? Depuis quelques années, la Banque centrale européenne fait tourner la planche à billets, sous les noms savants sans doute pour impressionner des quantitative easing, dans l'espoir de raviver l'économie pour un montant annuel moyen de 700 milliards là aussi. C'est plus du tiers du PIB de votre pays, chers amis français. Et où va cet argent? Qu'en font les banques? Elles injectent pour l'essentiel dans une nouvelle bulle financière au détriment de l'économie réelle. Mais cet argent doit contribuer à financer la vraie vie, pas les indices boursiers. Il doit aller à l'isolation thermique des logements, à la recherche sur les voitures propres et autonomes, à la transformation de l'agriculture pour lui permettre d'être moins vorace en énergie, à la promotion de la construction d'éoliennes, à l'amélioration des transports urbains comme parade à la pollution dramatique de nos villes. Alors Mireille Martini, vous allez nous parler justement, puisqu'on a entendu à l'instant M. Dassis prononcer le mot d'effort financier considérable à fournir. Est-ce que pour alimenter cet effort financier, le mot création monétaire en français
et création monétaire verte. Est-ce que c'est un gros mot? C'est un concept mal élevé? Ou est-ce que la BEI et la BCE peuvent se pencher dessus sans attraper d'urticaire? Je me lève parce que je préfère... c'est bon, tout le monde m'entend, donc merci beaucoup Audrey. Bonjour à tout le monde, je suis très contente de voir une salle aussi pleine et de voir que le pacte finance-climat engage une audience importante. Merci à tous ceux qui sont là. Donc effectivement, on peut faire plein de choses en Europe et je voudrais vous parler un tout petit peu de la BEI. Est-ce que c'est la régie qui met les slides? Voilà. Donc, on a un outil formidable qui est la Banque européenne d'investissement et on l'utilise déjà d'ailleurs pour la transition énergétique, mais on peut l'utiliser encore beaucoup davantage. Encore un exemple de ressources financières faciles ou relativement faciles à mobiliser rapidement. Donc, rapidement, qu'est-ce que la BEI? C'est la Banque de développement de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle a pour mission de financer des projets viables qui mettent en œuvre les politiques de l'Union. Elle prête aussi un petit peu à l'extérieur de l'Union pour 10%. Et surtout, c'est une banque multilatérale. Donc multilatérale, Audrey, ça n'est pas un gros mot. Ça signifie que les actionnaires de la BEI sont les États de l'Union. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que la BEI peut avoir la notation financière de la meilleure qualité, qui est AAA, et donc emprunter pas cher sur les marchés financiers et également emprunter long. Donc ça, c'est une très grande force. Hein. Alors, deuxième slide. Pardon, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai... Voilà. Alors, quand vous regardez les chiffres de la BEI, aujourd'hui, elle a un stock total de 634 milliards d'euros. Donc, le capital des États est ici. Et vous voyez qu'elle se finance principalement sur les marchés financiers privés en émettant des obligations. Et elle prête cet argent à des banques ou à des projets. Et quand la BEI prête à des banques, en fait, par exemple, la BEI prête de l'argent à la Caisse des dépôts qui, elle, redistribue cet argent vers souvent des PME. Hein. Donc, ce qui est important de retenir, de comprendre, c'est que la BEI est effectivement une banque de gros. Elle finance soit des gros projets d'infrastructure, et donc elle est très bien équipée pour financer tous les projets d'infrastructure que nécessite la transition. Et puis, elle finance aussi des choses plus petites en montant, comme l'innovation, la recherche et développement et des PME. Mais quand elle fait ça, elle est distributeur, c'est-à-dire qu'elle passe par des banques de l'Union européenne et les banques distribuent. Bon. Donc, la BEI n'est pas seule dans les opérations. Elle accompagne des banques privées, des banques commerciales normales. Bon, en montant, elle distribue environ 80 milliards de crédits par an. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que pour l'instant, la très grande majorité, 80% des prêts de la BEI, sont garantis par les États ou par l'Union. Hein. Alors, la BEI, c'est aussi le gestionnaire du plan Juncker. Donc, le plan Juncker, techniquement, c'est un fonds d'investissement qui s'appelle le Fonds européen pour les investissements stratégiques, le FESI. Comment est-ce que cette chose-là est financée? 5 milliards de contributions de la BEI, 16 milliards de contributions sous forme de garantie de l'Union européenne, et le reste emprunté sur les marchés financiers privés. Hein, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Alors, la BEI fait déjà du climat. Elle s'est engagée à faire plus de 25% de ses financements vers l'adaptation et l'atténuation du changement climatique, soit 100 milliards d'euros. Et en 2017, elle a déjà accordé 20 milliards d'euros à la transition énergétique. Et puis par ailleurs, tous les projets financés par la BEI font l'objet d'un screening environnemental. Donc, la BEI est très bien placée pour être un outil majeur de financement de la transition énergétique en Europe. D'abord, ce qui est important, c'est que la BEI a les capacités financières et techniques.
C'est-à-dire, ce sont des experts. Moi, je connais beaucoup de personnes qui travaillent à la BEI. Ce sont des personnes qui savent instruire les projets, qui savent les pricer, qui savent regarder les risques, etc. C'est un très bel outil. Et ceci est valable aussi bien pour les grands projets que pour les plus petits projets où la BEI s'appuie sur des partenaires. Donc la BEI sait faire. La BEI a la capacité de faire du long terme. Et ça, c'est très très important parce que je crois que ce dont on a besoin aujourd'hui en Europe, c'est de faire une nouvelle classe d'actifs financiers longs avec une certaine rentabilité, même si elle est faible. C'est-à-dire faible, ça veut dire 2 ou 3% par an, c'est déjà ça. Parce que ces nouveaux investissements dans la transition, ils peuvent apporter de la stabilité au secteur financier. Ceux qui vont financer, c'est les fonds de pension, et les caisses de retraite, les compagnies d'assurance. Et actuellement, on manque dans les portefeuilles de ces acteurs-là d'actifs investis dans l'économie réelle, dans les vrais projets, et avec une longueur et une stabilité. L'idée, c'est que l'instabilité financière, elle est aussi liée à l'absence d'investissement dans l'économie réelle. Et la BEI peut canaliser une masse d'investissement dans les projets de la transition qui vont stabiliser la finance. Et cette stabilisation, elle va aussi, parce que la BEI prête à taux bas, contribuer à diminuer le coût d'accès au capital. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des projets de la transition qui existent, mais ils ne rapportent pas 15% par an. Et comme ils rapportent peut-être que 3 ou 4% par an, aujourd'hui, le coût du capital, c'est peut-être 5, 6, 7, 8. Et ça ne va pas. Les projets existent, mais l'argent est trop cher. L'argent est trop cher parce qu'il y a de l'instabilité dans le monde financier. Et la BEI, elle a cette capacité de diminuer le coût d'accès au capital. Donc de rendre la transition plus rapide, plus accessible, meilleure pour les sociétés. Et en faisant tout ça, en créant cette classe d'actifs réels longs, financés pas cher, la BEI, évidemment, permet aussi à l'Union de se positionner industriellement. Ça a été dit. Hein. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin de ces investissements-là pour que l'Union européenne puisse être leader sur le marché de la rénovation thermique des bâtiments, sur le marché des véhicules électriques et sur tous les marchés des technologies de transition qui sont très importants. Donc, pour terminer, comment est-ce qu'on peut réussir ça? Comment est-ce qu'on peut mobiliser encore davantage la BEI sur la transition? Donc, la première chose, c'est que la BEI pourrait emprunter plus sur les marchés que ce qu'elle ne fait. Elle peut augmenter son bilan. Ensuite, avec son bilan actuel, elle peut prêter plus au climat. Elle s'est déjà engagée à le faire. Hein. Donc, sans rien changer, en changeant juste, en augmentant un petit peu les ambitions de la BEI, on peut mobiliser déjà plus d'argent. Et s'il faut en mobiliser encore davantage, et en mobiliser peut-être un peu plus long et plus risqué, on a encore une possibilité, qui est de dire, de demander aux États de contribuer un petit peu plus en capital. Parce que pour l'instant, la raison pour laquelle peut-être la BEI ne l'a pas fait encore de manière massive, c'est que pour pouvoir emprunter pas cher sur les marchés, la BEI a besoin de garder cette notation AAA. Et donc, si la BEI se met à financer des choses un peu plus longues, un peu plus risquées, les marchés financiers privés vont demander à la BEI d'avoir un petit peu plus de capital. C'est possible, sans changer des statuts, sans changer des traités. C'est-à-dire que si on veut faire encore davantage, on peut organiser que les États et éventuellement la BCE capitalisent un petit peu plus la BEI, et à ce moment-là, la BEI développera des moyens considérables pour investir dans la transition. Une dernière raison pour laquelle c'est important, c'est qu'il y a un pays qui s'appelle la Chine, qui a un projet d'investissement en infrastructures extérieures, pas en Chine, mais dans les autres pays du monde, qui est massif, qui fait justement à peu près 1000 milliards de dollars par an, au bas mot. Ce projet s'appelle Belt and Road Initiative. Et un autre argument, bon, on est plutôt dans un monde solidaire que compétitif, mais quand même, c'est qu'il faudrait aussi que l'Europe puisse se doter elle-même d'un outil d'investissement massif en infrastructure pour être présent aussi sur ce terrain-là. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Mireille Martini.
L'investissement massif, on va beaucoup en parler aujourd'hui et la position de l'Allemagne à ce sujet, on va en parler également avec vous, Daniel Lebec. Je voudrais qu'on passe par la contribution de Pascal Canfin. Pascal, l'un des outils qui est très souvent évoqué pour le financement de la transition écologique et solidaire en Europe et dans le monde d'ailleurs, c'est la question de la fixation d'un prix carbone assez dissuasif. Si vous voulez nous en parler. Ici ou là-bas, comme tu veux. Je peux peut-être rester ici, ce sera plus convivial. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me permettrai d'élargir un tout petit peu le point par rapport à la question du prix du carbone. Alors, il y a quelques bonnes nouvelles dans cette affaire. La première bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, on sait exactement ce qu'il faut faire et quels sont les objets à financer pour respecter, comme le thème c'est finance-climat, même si le climat n'est pas la seule crise environnementale, mais le thème c'est le climat, donc on va rester sur le climat, financer en gros une économie compatible avec les engagements de l'accord de Paris, c'est-à-dire une économie européenne qui ne dépasse pas les 1,5 degrés de réchauffement climatique. On sait ce qu'il faut faire et on a quasiment toutes les technologies pour le faire. On sait faire de l'électrification de la mobilité, on sait faire des renouvelables, on sait maintenant faire du stockage de l'énergie. On ne sait pas encore le faire de manière ultra compétitive, mais on sait le faire. Et rappelez-vous les premiers avions, rappelez-vous les premières voitures. Ça n'avait juste rien à voir avec ce qu'on faisait 20 ans plus tard, mais c'était quand même une première voiture et un premier avion. Et ça, fondamentalement, l'invention était là. Après, on l'a améliorée, ses capacités, mais la grande nouveauté, la disruption, comme on disait à une époque, le mot disruption, c'est déjà été disrupté, mais bon, cette grande innovation, elles sont là. Donc on sait exactement, on a les technologies. Donc déjà, tous ceux qui disent « Oh là là, mais il faut commencer un grand agenda de R&D parce qu'en fait on ne sait pas faire », c'est faux. Ça fait des décennies que toutes les entreprises du monde travaillent sur les technologies vertes et on sait faire. Ça, c'est fondamental. Deuxième élément, c'est moins positif, c'est que face à ce constat, tout le monde se renvoie la balle. Je ne sais pas si vous m'entendez bien aussi, moi j'ai un son, ouais c'est bon. Tout le monde se renvoie la balle. Alors la BEI dit j'adorerais le faire mais je n'ai pas le capital nécessaire. Les États disent je pourrais mettre du capital à la BEI mais je ne peux pas puisque j'ai les 3% et c'est dans les règles maastrichtiennes, donc il faut changer les règles, etc., etc. Tout le monde se renvoie la balle. Les entreprises disent j'ai pas les financements, les financiers disent j'ai pas les projets, les élus, etc. Donc le problème n'est pas technologique, d'accord ? Le problème il est dans l'ingénierie sociale qui est de dire comment on crée vraiment les tuyaux pour connecter l'offre de financement et les besoins de financement, les infrastructures qui doivent être financées. Au fond, encore une fois, on sait faire si on a un minimum de volonté politique. Tous ces obstacles sont des obstacles qui peuvent être levés. Et ça n'est pas un sujet technique. Parce qu'à chaque fois que vous discutez avec un technicien, il vous donne 1000 raisons pour lesquelles la balle ne doit pas être dans son camp. Vous discutez prix du carbone, en fait il faut faire autre chose. Vous discutez réglementation financière, non, il faut faire le prix du carbone. Vous discutez politique monétaire, mais non, il faut faire de la finance, etc., etc. Donc ce n'est pas un sujet technique. Qui peut me prouver que techniquement c'est bien de faire l'euro? Qui peut prouver que techniquement c'est bien de faire du quantitative easing? Ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet de volonté politique. À partir de là, toutes les règles doivent être potentiellement modifiées pour financer ce grand défi qui est celui de l'alignement avec l'accord de Paris. Ça ne veut pas dire qu'il faudra à la fin tout faire, tout changer comme règle, mais il faut ne rien s'interdire. Parce que si on s'interdit intellectuellement le fait de dire je touche à la politique monétaire, je touche aux règles prudentielles, je touche aux règles comptables, etc., bah forcément, à la fin, on ne fait rien. Donc ça, c'est déjà très très important d'avoir ça en tête, parce qu'une fois qu'on est dans cet état d'esprit-là, alors on a fait 95% du chemin. Puisque ensuite on redescend sur des éléments plus techniques et on se dit, bah oui, par exemple, sur le prix du carbone, il y a plusieurs façons de faire. La meilleure façon de le faire sans créer trop d'instabilité, c'est de le faire, par exemple, c'est ce qu'on avait défendu avec Alain Grandjean et Mireille dans un rapport qu'on avait fait ensemble, et on est en train d'y arriver si le gouvernement allemand met au nord ce qui est dans le contrat de transition qu'ils viennent de signer, c'est-à-dire un prix minimum, un prix plancher du carbone sur le secteur énergétique en Europe, c'est aussi une position défendue par la France,
Ce qui fait que si on a demain un prix plancher à 25-30 € la tonne de CO2 en Europe, et ne serait-ce que dans certains pays, puisqu'on n'a même pas besoin de l'avoir dans tous les pays, on a une sortie assez quasiment automatique, pas immédiate bien évidemment, et personne n'est pour ça, ce qu'on appelle un phasing out, donc une sortie progressive du charbon en Allemagne. Or, si on regarde le secteur de l'énergie en Europe, c'est évidemment un enjeu majeur. Il n'y a pas que celui-là, mais sur le plan climatique, c'est un enjeu majeur. Une fois qu'on a enclenché ça, on a traité un bloc qui est absolument considérable. Puisque, en parallèle, aujourd'hui, on le sait, toutes les renouvelables sont sur un chemin de compétitivité qui fait que plus aucun économiste n'utilise l'argument consistant à dire « Ah, mais c'est trop cher ». La bataille culturelle s'est complètement retournée, elle s'est retournée notamment pour le nucléaire, mais c'est un autre sujet. Elle s'est retournée en disant les renouvelables aujourd'hui sont très compétitives, à tel point que certains se disent mais en fait elles sont trop compétitives, c'est-à-dire que c'est tellement pas cher que je ne peux plus faire de marge et que j'ai un prix de l'électricité tellement bas potentiellement, puisque le soleil c'est gratuit, le vent c'est gratuit, les marais c'est gratuit, ça fait que la source d'énergie est gratuite. Et quelqu'un comme Isabelle Kocher qui est en train d'engager massivement la modification du mix énergétique d'Engie et son business model, envisage demain justement une électricité abondante et pas chère à base de renouvelables. Et son problème à elle, c'est comment, non pas comment c'est trop cher, mais comment j'ai réussi à faire un modèle économique à partir de quelque chose qui est tellement peu cher. Donc on a, grâce aux efforts technologiques qu'on a menés depuis 20 ans, on est en train de faire cette révolution. Donc il faut partir de ça parce que ça change évidemment complètement les besoins de financement et les modèles et les risques. Donc aujourd'hui, sur les renouvelables, qui sont un des sujets importants du financement d'une transition écologique, aujourd'hui il y a de moins en moins de problématiques d'accès au financement. Les financiers ont bien compris que les technos étaient là, que la tendance était là, donc c'est parti. En revanche, sur d'autres sujets, c'est un peu moins mûr. Et ce que je constate, et ça c'est un manque particulièrement criant en France, sans doute aussi au niveau dans d'autres pays européens, mais je n'ai pas fait l'expertise, c'est l'absence d'une facilité de garantie, je vais faire en termes techniques, d'une garantie des premières pertes pour les investissements privés. En gros, j'investis dans des bornes de recharge des véhicules électriques pour qu'il y en ait massivement. J'investis dans de l'efficacité énergétique et l'isolation des bâtiments. J'investis dans un certain nombre de choses. En tant que financier, forcément, je peux prendre un risque. Je prends ce risque à la fois pour des raisons de coût du capital et pour des raisons de risque liées au fait que c'est on voit bien, c'est l'investir dans la transition. Par construction, la transition, c'est de passer du point A au point B. C'est pas d'investir dans quelque chose qui a déjà fait ses preuves depuis 40 ans. J'investis dans une technologie totalement mûre, j'ai zéro risque, a priori. Là, j'investis dans quelque chose qui est soit suffisamment mûr, soit en train de le devenir pour un monde qui change. Forcément, j'ai un petit risque supplémentaire. Et là, aujourd'hui, les États sont très très mal outillés. Et ils ont en gros deux outils qui ne sont pas pertinents. Le premier outil, c'est de la subvention. Et le deuxième outil, c'est de faire du prêt public. Le prêt public, ce n'est pas la peine. Il y a déjà suffisamment d'argent privé prêt à s'investir. Ça ne sert à rien de faire en direct. C'est gâcher de l'argent, gâcher des ressources. Faire de la sub, alors là, pour le coup, c'est comme il n'y a pas de prêt, il n'y a pas d'effet levier. Donc forcément, ça coûte très très cher tout de suite. Et ce n'est pas pilotable. Si je vous donne une subvention, je vous l'ai donnée. Vous ne faites rien avec, tant pis, moi je l'ai perdu. Il y a un outil qui est très 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 utile et qui est finalement peu déployé, c'est ce qu'on appelle les garanties. C'est-à-dire, si ce projet était amené à perdre un peu d'argent, parce que finalement on a fait des choix industriels qui n'étaient pas bons, parce que finalement les règles du jeu ont changé, etc., eh bien alors la perte est prise en charge d'abord par le public. Mais évidemment, si ce projet fonctionne, le public il peut avoir des gains, bien évidemment. Et c'est un outil très utile parce qu'en plus, dans la négociation avec le privé, si le public dit « Ok, moi je m'engage, si ce projet perd 5%, c'est moi qui prends la perte, c'est pas vous. Par contre, si ce projet gagne 15%, on partage le pain et dans tous les cas, votre rémunération à vous, elle est limitée à X. » Ce qui fait qu'on a un outil de pilotage hyper fin qui peut varier selon les risques
et les secteurs. Ce n'est pas la même chose dans les renouvelables, dans l'efficacité énergétique, dans les voitures électriques, dans l'agriculture bio. Mais on pilote de manière intelligente. Et aujourd'hui, il n'y a aucun outil de cette nature à la disposition d'un Nicolas Hulot et de tous les Nicolas Hulot de la Terre pour dire, OK, je mets 100 millions de garanties par ici, 200 millions par là, 300... Et c'est de l'argent que j'espère ne pas avoir à dépenser parce que je crois au modèle économique de cette transition. Et évidemment, ensuite, c'est autoréalisateur. Si je le fais vraiment, les technologies sont encore moins chères, donc elles sont encore plus compétitives. Et donc, finalement, je gagne de l'argent. Bon, en tout cas, je n'en perds pas. Donc c'est ça, je me permets de le dire à tous ceux qui sont susceptibles dans la salle de faire avancer cet agenda, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, mais au niveau européen, c'est précisément ça l'objectif du fonds Juncker, c'est de créer ce fonds de garantie. Mais alors on est dans des tuyauteries tellement complexes que parfois on met 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de délivrer quelque chose. Au niveau national, c'est plus simple et ça n'existe pas. Pour moi, c'est absolument prioritaire. C'est faisable rapidement, à condition, ce qui se fait très très peu, que Bercy travaille vraiment avec la Caisse des dépôts, travaille vraiment avec l'ADEME, travaille vraiment avec le ministère de l'écologie et que ces 4 acteurs-là, puis la BPI, fait 5 acteurs, se mettent d'accord autour de la table et disent « Ok, voilà, on va créer cette facilité de garantie publique à hauteur de, je ne sais pas, 500 millions, 1 milliard, je ne sais pas, les chiffres, ça dépend du nombre de secteurs concernés, et c'est parti. Et je peux vous garantir que l'effet levier sur le financement privé sera colossal. Colossal. Dernier point, les règles du jeu des marchés financiers. On a aujourd'hui un plan d'action de la Commission européenne suite à un rapport d'experts dont j'ai fait partie, qui est très intéressant. Pour la première fois, vraiment, dans les décisions de la Commission à venir, prochaine directive au mois de mai, donc c'est du très très court terme, on a la volonté politique d'intégrer l'enjeu climatique dans les règles du jeu des marchés financiers. Non pas de créer une niche de marché verte dans un océan qui ne serait pas, parce que ça n'a aucun intérêt. Typiquement, si je peux me permettre une remarque par rapport à la BEI, quand la BEI dit « je fais 25% de prêts pro-climat », si elle en fait 75% d'anti-climat, ça n'a aucun intérêt. La vraie question, c'est dans quelle mesure vous alignez votre structure de financement sur un monde à 2 degrés. Et ça, aujourd'hui, la seule institution, la seule banque qui a dit ça pour la totalité de ses activités, c'est l'Agence française de développement, qui a dit « sur la totalité de mes activités, je veux être 100% compatible avec l'accord de Paris ». Quand j'investis dans la santé, honnêtement, il n'y a pas d'enjeu climat, enfin, j'ai des enjeux d'adaptation, mais il n'y a pas d'enjeu de réduction des émissions de CO2. Par contre, quand j'investis dans l'urbanisme, dans les transports, dans l'énergie, dans l'alimentaire, oui, il y en a. Et sur l'ensemble de ces investissements, je veux être aligné avec l'accord de Paris. C'est la seule aujourd'hui qui a cet engagement politique. Donc, évidemment, moi, la bataille que je mène, c'est que des acteurs financiers, publics et privés, prennent cet engagement pour dire dans la totalité de mes activités, que ce soit du prêt, que ce soit de l'equity, que ce soit des obligations, je veux m'aligner progressivement avec l'accord de Paris. Donc ça, honnêtement, et la prochaine bataille d'ailleurs, c'est que les budgets nationaux le soient aussi. Donc ça, c'est un engagement que la France a pris. Est-ce qu'elle va le tenir ou pas? On va bien voir. C'est d'aligner progressivement le projet de loi de finances, donc le budget français, avec l'accord de Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever des subventions dommageables au climat pour réinjecter le même argent dans de l'économie compatible avec l'accord de Paris. Et Daniel Lebègue y reviendra. Il faut bien distinguer ce qui est investissement supplémentaire et ce qui est faire autrement avec le même argent. Parce que les 1100 milliards, mais je te laisserai développer ça, les 1100 milliards dont on parle, ce n'est pas 1100 milliards de plus. C'est pas on continue à faire comme aujourd'hui et on ajoute 1100 milliards. Parce que même si on faisait ça, on est en dehors des clous pour le climat. Parce que ça voudrait dire qu'on continue à faire des autoroutes, des centrales à charbon, des voitures thermiques, etc. Et en plus, on fait des centrales électriques, de l'efficacité énergétique et des voitures propres. Ben non, parce que ça n'a aucun sens, puisque la demande n'existe pas pour ajouter les deux. La demande, quand elle existe, parce qu'il y a plein de demandes qui sont en baisse, l'électricité baisse, tout le problème d'EDF, c'est le shift. Ce n'est pas l'addition, c'est la transformation. Et donc, ça ne demande pas 1 euro de plus. Et donc, avant de se demander comment on va chercher les euros supplémentaires, demandons-nous d'abord comment on réoriente l'argent qui existe déjà et comment on
on remplit les trous, en quelque sorte, de façon à ce qu'on ait la totalité des outils disponibles. Et un des outils, c'est le changement des règles du jeu sur les marchés. S'il y a des questions, si on a le temps, j'y reviendrai dans le détail. C'est un agenda de très court terme. En ce moment, on discute au Parlement européen d'intégrer un niveau de risque différent pour ce qu'on appelle les charges en capital des banques, donc les capitaux bancaires, pour les prêts verts versus les prêts non verts. Ça voudrait dire que pour une banque, ça coûterait moins cher de prêter pour un immeuble bien isolé que pour un immeuble non isolé, ce qui serait évidemment une incitation très forte pour aller dans cette direction. Un outil parmi d'autres, il n'y a pas d'outil magique, mais en additionnant tout ça, je peux vous dire qu'on va y arriver. C'est mon message optimiste. Merci. Daniel Lebègue, tenez, je vais vous donner celui-là. Attendez. Daniel Lebègue, alors, optimiste sur notre capacité à engager cette transformation? Oui, la réponse est oui. Je suis optimiste, confiant, et j'aimerais bien vous faire partager ma conviction que vous sortiez de cette salle, non pas découragé par l'ampleur du chantier, mais avec l'idée que, on peut le faire, mais surtout la question c'est comment? Comment peut-on aligner l'action du système financier en Europe sur la trajectoire 2 degrés au maximum de l'accord de Paris? C'est ça la question. Comment? Alors, il y a 2 ans, je ne vous aurais pas dit ça, parce qu'il y a 2 ans, il fallait convaincre les acteurs du monde de la finance, la plupart d'entre eux, qu'il était de leur responsabilité dans cette première partie du XXIe siècle d'accompagner et de financer surtout la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Ça n'était pas acquis il y a 2 ans au moment de la COP21. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire, parce que je continue à vivre dans le monde de la finance, que ce point est acquis chez les acteurs. Il est de notre responsabilité, ou pour reprendre la belle expression de Nicole Notat et de Jean-Dominique Sénard, invités à proposer, à réfléchir à l'objet social de l'entreprise aujourd'hui, ces 2 missionnaires nous disent: toute entreprise doit définir sa raison d'être, purpose en anglais. Mais oui, et parmi ces raisons d'être du monde de la finance, de tous les acteurs du monde de la finance, aujourd'hui, il y a, ça n'est pas la seule, mais il y a l'exigence pour eux, et qu'ils intègrent, qu'ils acceptent, d'accompagner, de financer cette grande mutation énergétique et écologique. Bon, je ne vais pas en donner des illustrations, mais quand on entend le président de BlackRock, numéro 1 mondial de la gestion d'actifs, dire « mais oui, dans les investissements que nous faisons, nous regardons, avant d'investir dans telle entreprise ou de ne pas investir, si elle est parfaitement consciente du rôle, de la responsabilité qui est la sienne vis-à-vis de la société et en particulier vis-à-vis de l'enjeu climatique. » Bon, BlackRock, la plateforme des acteurs français de la finance qui s'appelle Finance for Tomorrow a écrit dans c'est dans l'objet même de la plateforme, aligner ce que nous faisons sur l'objectif, sur la trajectoire de l'accord de Paris 2015. Voilà. C'est un progrès formidable, formidable, pour l'instant au niveau des principes, de l'état d'esprit, de la capacité à se mobiliser. Et pourquoi est-ce que les acteurs de la finance, notamment les acteurs privés de la finance, sont en train de basculer comme ça? Mais y a-t-il plus grande, plus belle opportunité pour eux de développer leur business, d'être innovants et surtout de se réconcilier avec l'opinion publique, les gens, comme disent certains?
Y a-t-il plus belle opportunité que celle-là? Et là, la prise de conscience, elle est faite. Alors maintenant, passons aux travaux pratiques. Deuxième remarque, je ne vais pas développer parce qu'elle l'a déjà fait, 1100 milliards, le chiffre qui figure dans l'excellent livre de Jean Jouzel et Pierre Laroutour. Et ce matin, on nous a dit, oui, à Bruxelles, Cour des comptes, oui, c'est un chiffre vraisemblable. Mais Pascal l'a dit, ça ne veut pas dire qu'on doit ajouter à tout le flux d'investissement, de crédit, d'épargne, 1100 milliards par an à partir de maintenant pour réussir la transition énergétique. Mais certainement pas. Certainement pas. Il s'agit de verdir une grande partie des investissements qui se font et qui doivent continuer à se faire dans l'énergie, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les transports, dans le bâtiment. Et il y a, c'est vrai, un supplément d'investissement qui est nécessaire, qui est utile. Je ne vais pas me risquer à le chiffrer de manière précise. Dans le plan d'action que la Commission européenne a présenté la semaine dernière, elle dit 180 milliards d'euros par an d'investissement supplémentaire. Je pense que c'est un ordre de grandeur vraisemblable. Bien, je dis ça parce que si on est devant l'Everest ou l'Annapurna et qu'on n'est pas un alpiniste chevronné, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous dans cette salle sans doute, on se dit mais 1100 milliards, on n'a aucune chance d'y arriver. Aucune chance. Bon, mais si ramenons l'enjeu à sa juste proportion, ça implique des changements d'ampleur, mais ça n'est pas non plus une révolution. En euros d'aujourd'hui, le plan Marshall, la réunification de l'Allemagne, le sauvetage des banques en Europe en 2008, l'ordre de grandeur, c'est chaque fois 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros. Eh bien, l'Europe, elle a su faire. Elle a su faire. Bon, deuxième remarque. Troisième remarque. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées et d'être convaincu, et beaucoup d'entre nous le sont dans cette salle, sur ce qu'on pourrait imaginer de faire. Par exemple, une banque centrale européenne qui serait plus ouverte à l'idée de racheter des crédits, des actifs financiers verts. Ce que pour l'instant, elle ne fait pas, ou en tout cas pas de manière spécifique. Moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. La BCE a commencé par dire « je ne refinancerai pas les États ». Mais elle l'a fait sur une très grande échelle, depuis 2008-2010, en rachetant des obligations émises par les États principalement. Et puis, elle disait « oui, mais ce sont des actifs garantis par les États, émis par les États, il n'y a pas de risque ». En revanche, les crédits bancaires au monde de l'entreprise, mais elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle a même accepté l'idée qu'elle refinance pour une petite partie des crédits aux PME. Dès lors, évidemment, que le risque est relativement bien assuré, bien garanti. Donc elle l'a fait. Pourquoi est-ce qu'elle ne le ferait pas avec des actifs verts? Donc ce n'est pas moi qu'il faut convaincre. Mais ni la BCE, ni nos partenaires n'en veulent. Ce n'est pas la peine d'ouvrir la boîte de la création monétaire, parce que la BCE, elle crée de la monnaie. Mais bien sûr, la première source de création de monnaie, depuis qu'on fait de l'économie, depuis le Moyen-Âge, c'est la banque centrale qui refinance des banques. Elle crée de la monnaie, bien sûr. Bon, pour l'instant, c'est une idée intellectuellement séduisante, mais qui n'a
guère de chance, pour ne pas dire aucune chance, de rallier nos partenaires. Deuxième idée, qui moi ne me choque pas non plus, il faut augmenter les fonds publics, l'argent public que l'on met dans la transition énergétique et écologique et trouver des ressources nouvelles pour le budget de l'Union européenne en particulier. Oui, c'est une idée de bon sens, mais même chose, c'est pas comme ça qu'on va recréer la dynamique collective en Europe. Vous avez vu la déclaration qui a été signée par tous les pays d'Europe du Nord et les Pays-Bas, disant les idées françaises sur la relance de l'Europe sont sympathiques, mais priorité à la stabilité financière, ne prenons pas de risques excessifs, et en particulier sur nos budgets publics. Bon, donc voilà les données du problème. Il ne s'agit pas... On est au chaud entre nous, on se dit, oh bah oui, on pourrait créer davantage de monnaie ou faire davantage de concours publics. On a besoin de concours publics, évidemment. Il y a des domaines dans lesquels le marché n'apporte pas de réponse. Mais le financement de la transition énergétique, la Banque mondiale l'a dit, l'OCDE l'a dit, la Commission européenne l'a dit, viendra aux 2/3 ou aux 3/4 de l'investissement privé et de l'épargne privée. Voilà un deuxième point. Alors, quand j'en suis là, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour stimuler les crédits, les investissements, l'épargne dédiée à la lutte contre le réchauffement climatique et à la transition énergétique. Mais on peut faire beaucoup de choses. Pascal vient de les évoquer. Dans le plan d'action de la Commission européenne présenté la semaine dernière, allez, je passe en revue, je n'ai pas le temps de développer. Le Green Supporting Factor, dans la régulation appliquée aux banques, à risque équivalent. On ne peut pas dire aux banques, enfin, on peut leur dire, mais elles ne le feront pas. Prenez davantage de risques que vous ne le faites en finançant des investissements verts plutôt que des investissements classiques. On peut tenir ce discours, mais celui qui, dans la banque, prend la responsabilité d'accorder un crédit et donc un risque, lui, il va continuer à se comporter comme un bon gestionnaire de risque qu'il est. Bon, donc ça ne marche pas. En revanche, à risque équivalent, dire les exigences, on appelle ça prudentielles, les exigences de capital à mettre en face des risques que prennent les banques. Ces exigences seront un peu moins fortes pour des crédits ou des investissements fléchés vers, identifiés clairement comme contribuant à l'enjeu climatique. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est une idée intéressante, c'est une idée qui n'est pas révolutionnaire, il faut la faire accepter par les régulateurs, hein, on n'en est pas encore là. Mais les banques, évidemment, ils sont très favorables. Alléger, réduire un peu la pression des normes dites prudentielles sur elles. Je rappelle tout de même que depuis 2007, l'exigence de fonds propres pour les banques en Europe a été multipliée par 5. Donc on ne peut pas, et merci au régulateur, il a fait son travail, réduire les risques et surtout les risques ultimes pour les États résultant de la fragilité de certaines banques. Est-ce que les marchés et les banques sont plus raisonnables pour autant? Ah oui, aujourd'hui les banques sont beaucoup plus raisonnables qu'elles ne l'étaient en 2008, ça, il n'y a pas de doute, oui. Il n'y a pas de doute. Alors, il y a tout un secteur qu'on appelle la finance, le shadow banking, la shadow finance, qui reste en dehors des écrans de la régulation. Mais bon, je ne vais peut-être pas développer parce que ça nous entraînerait un peu loin. Mais les banques elles-mêmes, le secteur bancaire en Europe est formidablement assaini
par rapport à ce qu'il était en 2007-2008. Mais bien sûr. Mais est-ce qu'il bien sûr. est-ce qu'il prend mieux en compte qu'en 2008 le risque climat? Non seulement l'aléa climatique, mais le risque de devoir adapter des investissements à de nouvelles normes ou de nouvelles réglementations, et aussi le risque que des actions communes, class action ou mobilisation, appel au boycott de populations entières dévalorisent un actif. Le rôle des régulateurs, le rôle de l'action publique, c'est de donner des incitations aux banques à aller dans cette direction-là. À risque équivalent, financer plutôt un investissement vert qu'un investissement qui n'est pas vert. Et d'ailleurs, nous, régulateurs, on va vous récompenser si vous le faites. Vous aurez moins de capital à mettre en face. Ça, c'est une piste vraiment très, très robuste, je crois. Alors, j'évoque les autres, toujours sur l'investissement privé. On a parlé de la BEI et du plan Juncker. Bon, je n'engage que moi, mais proposer à nos partenaires, et d'abord à l'Allemagne, à la chancelière qui sera à Paris vendredi prochain, de doubler la taille du plan Juncker, doubler de taille dans les années à venir. Et deuxièmement, porter le ratio des financements verts à l'intérieur du plan Juncker. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de donner des chiffres, des barres, des seuils, mais porter l'objectif de 20 à 40 ou 50% de financement vert. Mais oui. Et ça, ce sont des propositions qui sont recevables par nos partenaires, notamment par ceux qui sont parmi eux les plus attachés à la rigueur et à la stabilité financière. De même, l'épargne privée. Vous avez peut-être fait ce test. Bon, moi, ça fait quelques années que je milite pour le climat. J'ai un gestionnaire d'actifs que j'aime bien. Depuis des années, je lui dis, est-ce que vous avez des produits d'épargne à me proposer qui contribuent à réduire le risque climatique? C'est consternant. C'est consternant. Tout ce qu'il me propose, ce sont des fonds luxembourgeois prétendument verts. Bon, le moment est venu de donner un coup d'accélérateur sur les produits d'épargne réellement verts, des livrets, des obligations vertes accessibles au public. Je vous signale que vous ne pouvez pas, vous et moi, comme épargnants individuels, acheter des obligations vertes. Je ne sais pas si vous savez ça. Quand mon gestionnaire m'a dit « Ah non, monsieur, non, c'est réservé aux institutionnels ». Mais comment? Est-ce que le métier du banquier n'est pas de découper, comme le boucher qui découpe sa pièce de viande, de découper pour des épargnants individuels? Bon, donc il y a beaucoup. Alors évidemment, le prix du carbone, il y a l'idée aujourd'hui que je trouve assez pertinente, un corridor de prix du carbone. Pas un prix du carbone unique en Europe, on ne va pas y arriver dans les mois à venir, mais un corridor dans lequel les États pourraient retenir, comme on le faisait autrefois avec le taux d'actualisation. Moi, j'ai connu le commissariat général au plan, on fournissait aux agents économiques un taux d'actualisation pour décider de faire un investissement ou de ne pas le faire. Eh bien, donnons-leur un prix du carbone. Ils l'attendent. Et puis, dernier volet, j'arrête, on a besoin tout de même d'alimenter le budget de l'Union européenne par des ressources nouvelles, d'autant que le Brexit va faire disparaître une bonne dizaine de milliards de recettes dans le budget de l'Union européenne. Et là aussi, je ne développe pas, mais il y a des choses de bon sens. Regardons jusqu'où on peut aller sur la taxe sur les transactions financières. Jusqu'où peut-on aller sans se mettre hors jeu par rapport à Londres, à New York et à d'autres? L'idée d'Emmanuel Macron d'une taxe carbone aux frontières, mais oui, une Europe qui protège et qui se donne les moyens de, face à toutes les offensives que l'on observe, y compris de la part d'anciens alliés de l'Europe, qui se donnent les moyens de se défendre. Bon,
Tout ça sont des pistes intéressantes qu'il faut maintenant approfondir. On n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Agir, il faut agir, sortir des débats sur... il faut agir avant 2019, avant les élections européennes, et reconnaissons, je n'y mets aucune connotation politique, que l'attente vis-à-vis de la France et du partenariat franco-allemand est immense, immense. C'est de là que viendra la nouvelle impulsion et de nulle part ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais peut-être une réaction de Mireille et de Pascal. Mireille peut-être sur la question des marchés, Pascal plus sur la question politique. Quel est le degré d'acceptabilité de tout ce qu'on vient de dire et de ce que vient de proposer aussi Daniel Lebègue sur les marchés auprès des investisseurs, de toutes ces préconisations, et puis question aussi sur le plan politique au niveau de nos partenaires européens. Donc, moi, pour ce que je vois des marchés, je ne vois pas tout, mais Pascal et M. Lebègue l'ont dit, les marchés ont besoin d'opportunités d'investissement. Et ils savent déjà que la transition est une opportunité formidable. Les marchés, ils attendent. Ils ne demandent que ça. Donc, la réaction des marchés, elle est complètement positive. Je pense que, pour moi, ce qui gêne actuellement les marchés, c'est la perception du risque. Et dans une certaine mesure, on peut leur donner raison parce qu'il y a aujourd'hui une incertitude réglementaire. Par exemple, sur le prix du carbone, on ne sait pas. C'est 10, c'est 20, c'est 30, comment est-ce que ça va bouger, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment un jeu à jouer. Dès que les États s'engagent plus sur la voie de la diminution du risque via des incitations réglementaires, comme Daniel Lebègue en a parlé, plus les financiers privés s'engouffreront et les marchés financiers suivront. Donc on n'est pas très loin, je pense, il faut continuer à pousser, et je pense que c'est ce qu'on fait tous collectivement ensemble, pour accéder à ce point de bascule où, une fois un contexte réglementaire mieux établi, les marchés financiers suivront. Et dernière chose aussi que je voudrais dire, il y a un effet de boucle. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, la masse de la finance n'est pas suffisamment investie dans le long terme et l'économie réelle. C'est ce que je disais, les fonds de pension et les caisses de retraite, les compagnies d'assurance ont absolument besoin, ça devient urgent pour eux. Quand les obligations d'État ont des taux négatifs, on envisage assez bien que les caisses de retraite vont avoir rapidement un problème si elles restent investies majoritairement en emprunt d'État à taux négatif. Donc il y a un besoin dans l'économie de créer une classe d'actifs longs, réels, profitables. Voilà. Et alors pourquoi ça bloque, pourquoi ça freine autant sur un plan plus politique, Pascal ? Puisque tout le monde est prêt. Tu peux répondre à cette question aussi, Audrey, je crois. Oui, je vais en partie répondre cet après-midi. Je serai dans un autre rôle. Alors d'abord, sur les marchés, il y a un moment de vérité. Parce que les marchés, ça n'existe pas. Hein. Les marchés, c'est une fiction théorique. Il y a des gens qui prennent des décisions. C'est des responsables des institutions, les régulateurs, les banquiers, les assureurs, etc. Ces gens-là, le moment de vérité pour savoir s'ils sont vraiment derrière cet agenda en Europe, c'est maintenant, puisque la Commission a mis ses propositions sur la table, et on va donc voir comment l'industrie financière réagit. C'est donc dans les prochaines semaines. C'est aussi le moment de vérité pour les États, et notamment pour un d'entre eux, qui est l'Allemagne. Parce que vous prenez la politique monétaire, l'Allemagne est contre depuis le début le quantitative easing, vert ou pas vert, pour des raisons d'orthodoxie. Prenez les politiques commerciales, ce que vous avez évoqué, la proposition française qui ne date pas d'Emmanuel Macron, elle date de Sarkozy, puis repris par Hollande, puis par Macron, qui est de dire on va faire une sorte de taxe carbone aux frontières. Elle est bloquée depuis le premier jour,
D'ailleurs, les présidents de la République qui le proposent le savent bien qu'elle est bloquée depuis le premier jour. C'est pour ça que ça ne les engage à rien de le dire, mais ça, je ferme la parenthèse, par les Allemands. Parce que le plus grand vainqueur de la mondialisation, c'est même pas la Chine, c'est l'Allemagne. Hein. Quand on regarde la part des exportations et la part de l'excédent budgétaire commercial dans le PIB, c'est l'Allemagne. Donc l'Allemagne a une deuxième ligne rouge, après la monnaie, qui est de dire on ne touche pas au commerce, parce que le grand vainqueur, c'est moi. Puis il y a une troisième ligne qui arrive, c'est les règles prudentielles, où là, la France est globalement favorable à avancer sur cet agenda. Évidemment, quand on discute avec Bercy, on est sur la limite, le seuil de flottaison. Quand on discute avec d'autres, ça va beaucoup plus vite. Mais le corridor, globalement, plus allant. Et l'Allemagne est jusqu'à présent juste nulle part sur cet agenda. Donc ce moment de vérité pour dire comment le nouveau gouvernement va se positionner, c'est là. Mais ça, la discussion qu'on doit avoir avec nos partenaires et amis allemands, qui est beaucoup d'amitié, c'est quand même de dire vous ne pouvez pas être contre la politique monétaire, contre la transition. Enfin, vous ne pouvez pas être contre tout. Parce qu'à un moment donné, ça finit par poser quand même problème. Donc il y a un agenda politique qui est dans le partenariat, mais qui doit aussi être dans le fait de faire sortir des oppositions multiples qui bloquent. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas s'afficher comme un des leaders, et l'Allemagne est clairement, en tant que quelle que soit sa coalition politique, quel que soit le gouvernement, l'Allemagne est un des leaders de la capacité du monde à créer ou pas des biens communs, comme grand pays, comme deuxième ou troisième pays le plus riche au monde. Bien évidemment, l'Allemagne ne peut pas être contre toute cette forme d'agenda. Donc ça, il va y avoir une discussion politique. Une des façons les plus faciles à prendre, je rejoins Daniel, c'est dans l'investissement vert, en disant je crée à la fois un cadre budgétaire qui est ce qu'il est, et en parallèle, j'autorise, je libère des choses sur l'investissement vert. Par exemple, on pourrait tout à fait imaginer que, effectivement, quand les États investissent davantage au capital de la BEI, qui permettrait d'avoir un effet levier de je ne sais plus combien, ça ne sera pas comptabilisé dans les règles maastrichtiennes. Parce qu'en fait, on investit dans un bien commun tous ensemble, ce qui aujourd'hui est bloqué par les règles de Maastricht. Donc il y a des petits ajustements comme ça, qui sont petits mais politiquement importants, qu'il va falloir mettre sur la table avec l'Allemagne. Et dans une logique nationale, là, plus franco-française, c'est la capacité à créer les alliances qui fait que les conservatismes de toute forme, et je peux vous dire que les conservatismes, ils sont tout autant publics que privés, tout autant à gauche qu'à droite, que les conservatismes de toute forme arrivent à être submergés par une alliance des progressistes et de ceux qui veulent transformer. Et il y a un exemple qui est assez intéressant, parce que je pense que c'est emblématique de ce qui a marché. Il y a un article de la loi transition écologique, donc c'est celle votée par Ségolène Royal il y a 3 ans maintenant, qu'on appelle l'article 173. Donc pour tous ceux qui suivent un petit peu la question de financement de l'économie, peut-être vous avez vu passer ça. La France est aujourd'hui le seul pays au monde à demander à tous ceux qui gèrent notre épargne de rendre des comptes sur le climat. Première année de mise en œuvre, 2017, donc c'est tout récent. Cet article, dans la première version de la loi, première lecture de la loi, avait été bloqué par Bercy, en disant mais jamais de la vie, c'est trop cher, c'est pas, enfin, toutes les raisons habituelles pour ne pas faire. Et puis il y a un acteur, alors ça va vous surprendre parce que par ailleurs il y a d'autres possibles, mais c'est Henri de Castres, patron d'AXA à l'époque, qui dit mais non seulement on peut le faire, mais je vais le faire. Et une fois que vous en avez un, pas 10, hein, un reconnu dans sa place, dans sa légitimité, qui dit mais tout ce que vous racontent les technos, c'est pas vrai, on peut tout à fait le faire, il faut juste avoir la volonté de le faire, et puis évidemment ça prendra 2 ans, 3 ans, je vais pas le faire demain matin, mais je m'engage à le faire. Mais tout l'argumentaire de conservation de l'existant tombe, puisque vous en avez un qui dit je vais le faire. Mais le deuxième élément, c'est que notre objectif, c'est pas d'avoir des champions qui disent je vais bien faire dans un océan de ceux qui font pas. Donc il faut utiliser cette énergie de ceux qui disent je peux le faire et je vais le faire pour transformer la règle du jeu. Pour pas que ce soit juste 5% du marché qui fasse bien avec 95% qui fasse pas. Et c'est là l'articulation, et c'est moi quelque chose que je travaille énormément, je pense que c'est la seule façon de changer à l'échelle les choses, c'est cette articulation entre quelques champions privés qui ont le courage, la vision, l'envie, les convictions, peu importe à la rigueur la raison pour laquelle ils le font,
de dire « Ok, moi je le fais, je vais bouger les lignes », et le politique qui prend cette énergie et qui le dit « Mais il n'y a pas que vous qui allez le faire, tout le monde va le faire, parce que c'est possible, puisque vous dites que c'est possible. » Et si on fait ça, alors on a un agenda qui est réaliste, parce qu'il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi, c'est réaliste, puisque ceux qui sont en responsabilité, ou au moins une partie d'entre eux disent « C'est possible », mais je ne vais pas le faire tout seul, et donc le politique généralise. Et si on fait ça sur les bâtiments, si on fait ça sur la finance, si on fait ça sur les véhicules électriques, sur les transports en commun, etc., à ce moment-là, on arrivera à rattraper le temps perdu, parce que, je le rappelle, on est quand même sérieusement en retard. La ligne des 1,5, elle est quasiment déjà dépassée, et on sait tous, même si le GIEC va nous le dire dans quelques semaines, quelques mois, on sait que c'est quasiment perdu. Donc la prochaine ligne de défense, c'est les 2 degrés, et on sait que si, il y a une étude qui est sortie récemment, la seule mise sur le réseau des nouvelles centrales à charbon prévues dans 5 pays, l'Inde, la Chine, le Vietnam, l'Indonésie, la Turquie, seulement ça, juste ça, je ne parle même pas des transports, je parle juste de ça, 5 pays, les 2 degrés, c'est mort. Ça fait tellement de capacité de CO2 supplémentaire à la limite dans l'atmosphère qu'on peut faire quoi que ce soit à côté, c'est mort. Donc, je suis obligé d'être réaliste, donc un tout petit peu négatif, parce que la réalité, c'est qu'on est en train de perdre cette bataille. Mais en même temps, le côté churchillien, c'était du sang, des larmes et la victoire à la fin. Et on oublie, ça fait partie des citations qu'on coupe toujours en deux, c'est le sang, les larmes, mais la victoire. Et donc si on n'est pas capable, nous aussi, nous comme communauté, de promettre qu'on peut gagner et qu'on va gagner, à ce moment-là, on démobilise. Donc je reste optimiste malgré ce constat d'alerte. Je reste optimiste et je pense qu'on peut gagner cette bataille. Merci beaucoup, merci à tous les 3. Donc on va, avec optimisme, céder la place à Pierre Larrouturou qui va nous parler de ce pacte finance-climat. Merci à nos intervenants. Merci à tous les 3, merci Audrey. Si on est là, c'est qu'on a tous envie de penser comme Pascal qu'on peut gagner la bataille. Et en écoutant Daniel, je me dis qu'il y a une vraie bataille culturelle à mener pour faire bouger les lignes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord. Mais en même temps, ça bouge. Plusieurs l'ont dit, les Allemands ne veulent pas. Les Allemands ne veulent pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on demandait à une majorité de députés du Bundestag, est-ce qu'ils veulent notre pacte? Sans doute non. Mais si on s'était vu il y a 8 ans, on nous aurait dit, les Allemands ne veulent pas d'une loi sur le salaire minimum. Et puis finalement, il y a 4 ans, Angela Merkel a fait voter une loi pour le salaire minimum. Et maintenant, elle dit que c'était une très bonne idée et que des millions d'Allemands en ont profité et que l'économie allemande est plus résiliente parce qu'il y a plus de pouvoir d'achat. Si on s'était vu il y a 6 mois, on aurait dit Angela Merkel ne veut pas du mariage pour tous. Et puis il y a eu 2 sondages qui ont dit que 80% des Allemands étaient favorables au mariage pour tous. Et en 2 semaines, la loi a été votée au Bundestag. Ce qui paraissait impossible en Allemagne est devenu une réalité. Donc oui, il y a une bataille culturelle à mener. Rudy Deleuve, qui est le président de tous les syndicats européens, et Audrey sont là. On pourrait faire le bilan de tous les droits qu'on a gagnés. Les droits des femmes, je parlais hier avec une dame de 55 ans qui disait qu'elle était effarée de voir que les gens n'ont pas compris que ça se gagne des droits, que ça n'est pas tombé tout seul. Donc les droits sociaux, les droits de vote, les droits pour les femmes, les droits dans l'égalité nord-sud, c'est toujours le fruit de batailles. Et je crois qu'il y a une bataille culturelle à mener. C'est ce que disait aussi Cynthia Fleury quand elle disait qu'il fallait construire le changement sur un consentement. Il faut que le plus grand nombre ait envie de ce changement et comprenne pourquoi c'est important. Et je pense que, y compris en Allemagne, mais je crois que Daniel suit ça aussi près que moi, on en parlait l'autre jour au temps d'un café, ça bouge. Quand le patronat de l'industrie prend 1 an pour travailler, des dizaines de chefs d'entreprise et de salariés qui travaillent, ils font un bouquin de 300 pages et ils disent « Nous voulons réussir la transition, c'est une obligation morale et c'est une opportunité », c'est le patronat de l'industrie allemand et c'est à la une de tous les journaux et ils disent « Il nous faut 50 milliards ». On ne va pas rentrer dans le débat sur les chiffres qui circulent. La question est de savoir est-ce qu'on s'en tient aux engagements actuels de nos pays. Quand le patronat de l'industrie dit que rien que pour l'Allemagne, rien que pour l'industrie, il faut 50 milliards chaque année, c'est qu'ils veulent réussir à faire moins 80%. Ils ne se contentent pas des engagements actuels de l'Allemagne. Le patronat de l'industrie prend comme hypothèse qu'on veut éviter une catastrophe climatique et prend comme hypothèse qu'on veut réussir à diviser par 5, c'est drastique, et ils disent pour arriver à diviser par 5 nos émissions, il faut 50 milliards chaque année. Donc je crois que ça n'est pas du tout gagné aujourd'hui, mais ça bouge. Un autre exemple, c'est comme Jens Weidmann, qui est le patron de la Bundesbank,
peut-être le prochain patron de la BCE, avait toute une grande interview dans Les Échos il y a 3 mois, il passait à Paris. Le premier paragraphe, c'est pas très gentil pour les Français, c'est les propositions françaises, oui, tous les débats sont intéressants, mais en gros, non. Un budget de plusieurs centaines de milliards pour la zone euro, non. C'est ce que dit le patron des libéraux allemands, c'est les Allemands vont payer pour les conneries de Berlusconi, désolé la vulgarité, mais c'est le mot à mot, les Allemands vont payer pour les conneries de Berlusconi et la dette française. La réponse est non. Mais juste après, le deuxième paragraphe, M. Weidmann dit « Commençons plutôt par dire quels sont les problèmes qu'on a en commun, par exemple la protection de l'environnement, et on verra qu'il nous faut un budget commun. » Donc à quelques minutes d'intervalle, Weidmann, qui représente bien les dirigeants allemands, il est le patron de la Bundesbank, peut-être le prochain patron de la BCE, commence par se moquer des propositions françaises d'un grand budget, parce que voilà, on ne sait pas à quoi ça va servir, on ne sait pas qui finance, et le seul exemple qu'il donne, c'est la protection de l'environnement et la protection des frontières. Donc ça n'est pas du tout gagné, mais si on est là, ce n'est pas pour se tenir au chaud, c'est pour réfléchir ensemble et pour se donner les moyens de gagner la bataille. C'est pour ça que je le dis qu'évidemment tous les PowerPoint, tout a été filmé, tous les PowerPoint seront libres d'accès sur le site de Climat-2020. Notre objectif, c'est qu'on soit des milliers à être ambassadeurs en France, en Allemagne, en Espagne. Miguel Moratinos est là. Le but, c'est qu'avec tous ceux qui le veulent, on fasse campagne. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas une Bible, c'est pas le bouquin de Jouzel et Larouturou, mais qu'on soit capable de provoquer un sursaut dans l'année qui vient. Alors, je pense qu'il faut insister sur la gravité, je le redis, parce qu'il y a aussi des parlementaires qui viennent de nous rejoindre, qui n'étaient pas là en début de matinée, je les remercie d'être là, mais je pense que tous, on a un travail d'explication vis-à-vis de nos dirigeants pour dire la gravité du problème. Jean Jouzel ne peut pas être là, mais dimanche, on réfléchissait à cette journée, et Jean me disait, sans doute, on n'insiste pas assez sur l'urgence, voilà, parce qu'on ne veut pas être pris à défaut, les gens du GIEC ont été critiqués dès qu'ils font une ligne qui n'est pas totalement, voilà, et peut-être qu'on n'insiste pas, peut-être qu'on ne dit pas assez la gravité de la situation. Voilà, l'autre jour, quelqu'un me disait encore que le réchauffement climatique, il connaît les théories de Jean Jouzel, mais que depuis 20 ans, il y a une accalmie. Je ne donnerai pas son nom, mais c'est quelqu'un qui est bien connu en France, un monsieur qui a des responsabilités, m'expliquait que les théories de Jouzel, on les connaissait. Ce n'est pas les théories de Jouzel, voilà l'évolution de la température du globe, voilà depuis 1880, c'est les études les plus sérieuses, qui montrent l'évolution de la température. J'aimerais qu'on me montre où est l'accalmie. Voilà. Au contraire, il n'y a pas d'accalmie, il y a plutôt une accélération du problème. Quand avec Jean, avec Miguel Moratinos, il y a 1 an et demi, on avait décidé de lancer cette campagne européenne, Jean nous avait dit « OK », mais en 2017, ce sera compliqué de parler du réchauffement climatique parce que 2017 devrait être une année fraîche. 2016 était une année El Niño, donc très chaude, et en principe, on pensait que 2017 serait une année fraîche avec peu d'événements climatiques extraordinaires. C'est le contraire. C'est un indice parmi d'autres que l'accélération dont parlait Pauline tout à l'heure, Pauline nous disait la glace fond, donc la planète stocke plus d'énergie, il y a le permafrost qui décongèle, donc il y a plus de méthane, voilà. Donc il y a bien effectivement un processus plutôt d'aggravation de la crise, on ne voit objectivement aucune accalmie. Et les conséquences humaines, d'abord, avant de parler d'économie et de chiffres, c'est des millions d'hommes et de femmes. L'ONU dit qu'il y a au moins plus de 20 millions d'hommes et de femmes. Certains meurent sur place, d'autres doivent quitter la ville où ils sont nés, le village où ils sont nés, quitter le pays où ils sont nés. Plus de 20 millions de réfugiés climatiques déjà aujourd'hui, alors qu'on n'est qu'au tout début des réchauffements. Je pense à Claude Allègre, tous les climato-sceptiques qui, il y a 15 ans, nous disaient le réchauffement climatique, on n'est pas sûr qu'il y ait un réchauffement climatique, et de toute façon, les progrès techniques vont tout régler, qu'ils aillent en Californie. La Californie, c'est quand même un pays qui, en matière de technologie, est plutôt évolué, un État. Et bien, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Voilà un grand réservoir d'eau qui alimente deux villes. Au bout de 3 années de sécheresse, il n'y a plus d'eau et on est obligé, même en Californie ou à Rome, partout, le problème de l'accès à l'eau devient de plus en plus important. Qu'est-ce que ce sera dans 20 ans ou 30 ans si on ne change rien? Et les sociétés d'assurance nous disent, et c'est aussi une raison quand Daniel Lebec dit que les responsables financiers sont de plus en plus sensibles à ces questions, c'est aussi parce que les coûts, uniquement dans les pays riches où les gens sont bien assurés, mais le nombre d'événements climatiques extraordinaires qui ont des conséquences financières a déjà quadruplé. C'est les sociétés d'assurance qui nous disent qu'en 30 ans, ce qui est très rapide, le nombre d'événements climatiques extraordinaires qui ont des conséquences économiques et financières a déjà été multiplié par 4. On l'a dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, je crois que c'est Pascal Canfin qui l'a dit, qu'on a par manque de temps, je ne sais pas si Gilles Boeuf est dans la salle, l'ancien président du Muséum,
un de nos meilleurs spécialistes de biodiversité, qui a signé aussi pour le pacte. On n'a pas eu le temps, par manque de temps aujourd'hui, de parler du lien entre la perte de la biodiversité qui existe déjà et l'aggravation à cause du réchauffement climatique. Mais c'était hier ou avant-hier dans tous les journaux. Le WWF et d'autres ont travaillé beaucoup sur ces questions en disant on va vers un effondrement de la biodiversité qui va s'aggraver. Il y a bien un lien, hélas, négatif entre le réchauffement climatique, le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. Donc oui, il y a urgence. Et quand on dit que la Terre va se réchauffer de 3 degrés, 3,5 si on ne change rien que le scénario normal, si on continue, m'a dit Rustine, quand on dit qu'on va vers un réchauffement de 3,5 degrés, c'est en moyenne, mais on sait tous que les océans vont se réchauffer moins et que les terres, les continents vont se réchauffer beaucoup plus. D'où, c'est aussi ce que montrait tout à l'heure, je crois que c'est Emmanuel, qui finissait par un graphique assez impressionnant sur les conséquences, avec un problème d'accès à l'eau. S'il y a 50% d'eau en moins et qu'avec la chaleur, il y a beaucoup plus d'évaporation, il n'y a pas besoin d'avoir fait une grande école pour comprendre que s'il y a 2 fois moins d'eau et 2 fois plus d'évaporation, ça pose un énorme problème. J'ai vu tout à l'heure un chiffre avec moins 70% sur les récoltes. Voilà. Donc on est bien sur des enjeux absolument catastrophiques. Ce n'est pas pour rien si le GIEC a eu le prix Nobel de la paix. Ils parlent de CO2 et de méthane, mais ils n'ont pas eu le prix Nobel de chimie ou de physique. Ils ont eu le prix Nobel de la paix parce que c'est bien la prospérité et la paix mondiale qui sont en jeu, et non pas dans 2 siècles, mais dans 20 ans, si on n'est pas capable, s'il y a 200 millions d'Africains qui ne peuvent plus vivre sur le territoire où ils sont nés, je ne sais pas comment on fait humainement et je ne sais pas comment on fait politiquement pour permettre à tout le monde de vivre dignement dans cette planète. Et en France, dernier point sur le diagnostic, ce n'est pas dans 1 siècle, c'est une étude de Météo France qui dit qu'en regardant ce qui se passe aujourd'hui en France, aujourd'hui, nos pics de canicule qu'on a déjà connus depuis 15 ans, on plafonne à 42, 43 degrés. Mais dans 30 ans, et la plupart d'entre nous, on espère être vivants encore dans 30 ans, donc ce n'est pas pour dans 3 siècles, hein, et ça ne va pas être cool pendant 29 ans et puis tout d'un coup un problème en 2050. Mais Météo France dit qu'on aura des épisodes de canicule, ce n'est pas la température moyenne, mais des épisodes de canicule à 54 ou 55 degrés sur le territoire de la métropole. Eh bien ça, le corps humain, il n'aime pas, qu'on soit jeune ou vieux, c'est pas juste donner à boire aux personnes qui sont un peu trop âgées. On ne sait pas comment résiste le corps humain, un corps biologique, avec des épisodes de canicule comme ça. Et ce que disait Pauline fait peur, dernière étude du MIT qui dit que le corps humain ne résiste pas bien à la chaleur, mais pour résister, on évapore. Au-delà de 37 degrés, on ne sait pas faire de froid. Le corps humain ou un corps biologique ne sait pas faire du froid, donc il évapore pour maintenir son cerveau et les organes vitaux à pas plus de 37 ou 38 degrés. Et si l'air ambiant est en même temps trop chaud et trop humide, on ne peut plus évaporer, et là on ne sait plus comment on fait. Et c'est pour ça que le MIT dit que c'est une bonne partie de l'Asie du Sud qui deviendra inhabitable, c'est-à-dire qu'il y aura 200 ou 300 millions de gens qui, 2 mois ou 3 mois dans l'année, ne pourront plus vivre sur les territoires où ils sont nés. Donc oui, il y a urgence, plusieurs l'ont dit, je le répète, mais je pense qu'il faut tous et toutes, là je parle un peu vite pour rattraper le retard, mais tous et toutes, il faut qu'on soit ambassadeurs, il faut qu'on dise dans nos familles, Jean Jouzel rappelle en riant que même un de ses frères dit que le réchauffement climatique, on n'en est pas sûr. Donc je crois, et j'ai encore vu il y a 10 jours un haut dirigeant d'un pays européen qui m'arrachait les courbes des mains et qui au bout d'un quart d'heure, on était juste 3 dans le bureau, il pouvait parler librement, monsieur de très haut niveau, et qui au bout d'un quart d'heure, après avoir vu ces courbes, me disait bon, il faut qu'on insiste beaucoup plus sur l'urgence, et qu'il voulait organiser avec ses proches un séminaire pendant 2 jours pour vraiment réfléchir à la question. Donc désolé pour certains d'entre vous et certains d'entre vous, ce que je dis depuis 5 minutes, ce sont des évidences, mais je crois qu'il faut qu'on dise, qu'on insiste, on n'a que quelques années pour faire bouger les choses, et il y a des gens qui n'ont pas encore compris que c'est pour de vrai, que c'est grave et que c'est en train d'accélérer. Alors, un défi immense, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, voilà, et c'est pour ça qu'il y a une ambiguïté, y compris dans les chiffrages, parce que même si on s'en tient à la COP21, c'est l'étude de l'ONU qu'Emmanuel montrait tout à l'heure, on peut respecter la COP21 et avoir quand même un scénario où on est à 3 ou 3,5 ou peut-être 4 degrés. Donc dans la COP21, il y a en même temps une affirmation très ambitieuse de limiter à 1,5 degré, mais ça suppose une transformation, une métamorphose colossale. Et alors on peut aussi dire qu'on respecte la COP21 et avoir un scénario à 3 ou 4 degrés qui amène vers le chaos. Donc ce n'est pas le mot de transition, est peut-être trop gentil, trop flou, c'est une vraie métamorphose, c'est une transformation dans nos modes de vie personnels, dans nos modes de vie collectifs, dans nos mairies, dans nos entreprises, qu'il faut faire en quelques temps.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà été capable de le faire. Pascal ou Daniel ont donné des bonnes nouvelles, ou Mireille sur le fait que les marchés financiers commencent à bouger, mais à plus grande échelle, nos pays ont déjà été capables de réussir des chantiers aussi énormes. Quand la Troisième République décide de lutter contre l'échec scolaire et de mettre l'éducation pour tous, c'est un débat à l'Assemblée, où on écoute Jules Ferry. D'ailleurs, c'était né d'une pétition. Je ne sais pas s'il y a des gens ici de la Ligue de l'enseignement qui rappellent que Jules Ferry, il a eu du courage parce qu'il y avait eu aussi 1 million de personnes qui avaient signé la pétition qui demandait l'éducation gratuite, obligatoire et laïque. À l'époque, il n'y avait pas Internet, c'est des citoyens qui allaient voir leurs voisins, leurs voisines et qui passaient le week-end à dire « Est-ce que tu veux signer la pétition pour l'éducation gratuite, laïque et obligatoire ?» Et c'est ça qui a poussé les politiques au courage. Mais donc, ça a été d'abord une belle décision, des beaux discours à l'Assemblée, et puis ça a été un énorme chantier. Dans tous les villages de France, on a trouvé une parcelle, un terrain plutôt au milieu, et on a fait l'école des garçons, l'école des filles et la maison des maîtres. Ça a été un bazar pendant 20 ans, on s'est engueulé, on avait du retard, mais globalement, on n'a pas demandé l'avis de la BCE ou de qui que ce soit. Globalement, dans tous nos pays, on a été capable, en 20 ou 30 ans, de mettre l'éducation pour tous. C'était très ambitieux, on y est arrivé. De même, le Victory Programme, quand les Japonais attaquent et bombardent les États-Unis, en quelques mois, on est capable de transformer l'économie américaine. Des gens qui n'avaient jamais travaillé, comme les femmes ou les Noirs, rentrent dans les usines parce que les hommes blancs sont partis au front, et la productivité augmente et on dépasse les objectifs. Quand Kennedy dit qu'on va aller sur la Lune, il y en a qui pensent qu'il a pris un coup de soleil et qu'il est un peu fada, mais 7 ans plus tard, on va sur la Lune, ça a créé 400 000 emplois, on s'est donné les moyens de financer 400 000 emplois, mais en 7 ans, on arrive sur la Lune et toute la société américaine a profité des retombées technologiques. Donc s'il y a bien une volonté politique, si nous sommes des millions à le vouloir, et je pense qu'il faut qu'on pousse nos élus au courage, parce qu'ils sont pris par plein d'urgences, il faut qu'on est capable de réussir de tels chantiers. Et la bonne nouvelle, Bruno Legevin, François et d'autres responsables de l'ADEME sont là, et le nouveau président de l'ADEME sera là tout à l'heure, Arnaud. C'est la bonne nouvelle, c'est que ça va créer massivement des emplois. Pascal l'a dit, on sait en gros déjà tout ce qu'il faut faire. Michel Spiro dira cet après-midi qu'il y a quand même encore un peu besoin de recherche, mais globalement, on sait déjà ce qu'il faut faire et ça peut créer massivement des emplois. La dernière étude de l'ADEME dit qu'on peut créer rien qu'en France, jusqu'à 900 000 emplois. C'est aussi pour ça qu'on a tous les maires ruraux de France qui veulent faire campagne avec nous, parce qu'ils voient aujourd'hui les problèmes de sécheresse et de canicule et leurs villages qui, par ailleurs, se dépeuplent. Et ils voient que si on se donne les moyens de financer la transition, ça va créer de l'activité à Paris, à Berlin, à Madrid, mais aussi dans tous les villages de France, de Pologne ou du Portugal. Ça va créer de l'emploi durable, utile, non délocalisable sur tous nos territoires. Donc comment on finance? On l'a dit tout à l'heure. Aurore l'a dit, le patronat allemand dit qu'il veut réussir la transition, qu'il sait ce qu'il faut faire, mais le patronat dit que ça nous coûte 1 500 milliards sur 30 ans, rien que le patronat de l'industrie, 50 milliards par an. La réponse des dirigeants allemands, c'est 50 milliards par an, c'est beaucoup, peut-être que vous pourriez en prendre en charge une partie vous-même, et puis on ne sait pas comment faire. Au niveau européen, donc même si effectivement la Cour des comptes ne dit pas que c'est uniquement des financements nouveaux, il faut, vous l'avez dit, réorienter des finances qui existent déjà, mais si on veut rattraper le retard, et si on est un scénario 1,5 degré et non pas le scénario COP21 la moins ambitieuse, c'est personne ne sait en fait combien c'est. La vérité, c'est que personne ne sait combien c'est chaque année. La question est de savoir comment on crée une dynamique et comment régler les problèmes de formation. Dans le secteur du bâtiment, Emmanuel Leberg nous a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour les maisons ou les immeubles en situation de précarité énergétique. Mais il faudrait en même temps isoler ces bâtiments et isoler les gymnases, isoler tous les immeubles, isoler les universités, isoler les usines et les bureaux. Donc la question, en fait, personne n'est capable de dire vraiment combien ça coûterait. La question est de savoir est-ce qu'on crée une dynamique, est-ce qu'on se donne des objectifs très ambitieux, et est-ce qu'on règle les problèmes de formation, en particulier dans le secteur du bâtiment. Le goulot d'étranglement, ce n'est pas la question financière, tout le monde voit que c'est rentable à 10, 15 ou 20 ans, mais la question est de savoir comment est-ce qu'on a des personnes compétentes sur tous nos territoires. Donc comment répondre à ce défi? Il y a 5 ans, Cynthia Fleury l'a dit, avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, avec Edgar Morin, avec quelques autres, avec Jean Jouzel ou Miguel déjà, on disait, notre slogan, c'était un slogan effectivement, on disait pour sauver les banques, en 2008 on a mis 1000 milliards et même plus de deux côtés de l'Atlantique, on pourrait faire pareil pour sauver le climat. Mais il y a 5 ans, on nous disait mais non, c'est pas sérieux, la Banque centrale ne voudra pas ou les Allemands ne voudront pas, l'argument qui tue toute réflexion. Et puis, il y a 3 ans, il y a un énorme tabou qui est tombé, puisqu'en novembre 2014, la BCE annonce qu'elle va créer 1000 milliards. On dit
le quantitative easing, on met des mots compliqués pour que les gens se disent « oh là là, je ne comprends pas, il vaut mieux pas que je m'en mêle, je vais dire des bêtises ». Mais en fait, quand j'étais petit, on appelait ça la planche à billets, on fabrique de la monnaie. Maintenant, ce n'est plus des planches à billets, c'est des ordinateurs, mais on fait de la création monétaire ex nihilo, c'est un droit, Daniel l'a rappelé, c'est une des missions fondamentales de la Banque centrale quand c'est nécessaire de faire de la création monétaire. Ça, c'est le quantitative easing régulier depuis 2 ans et demi. Et puis, de temps en temps, en plus, la BCE fait des TLTRO, des Target Long Term Refinancing Operations, désolé pour mon accent béarnais, donc des opérations soi-disant ciblées. Et là, vous voyez, le journal Les Échos, il y a 1 an, Les Échos disaient qu'en une seule journée, 233 milliards donnés à taux négatif aux banques. On était l'autre jour à l'Élysée avec Jean Jouzel, on rencontrait des gens de l'Élysée de Matignon, et un de ceux qui nous recevaient me l'a arraché des mains, parce qu'à l'Élysée, à Matignon, ils passent des nuits blanches pour trouver 1 milliard d'économies par-ci, par-là, pour donner 1 milliard à notre budget. Et tout d'un coup, on leur montrait qu'il y avait eu, au total, en 2 ans et demi, au total, le quantitative easing régulier et les TLTRO, et en enlevant, on a enlevé tout ce que les banques ont déjà remboursé de façon anticipée. Gaël Giraud n'a pas pu venir ce matin, mais Gaël et d'autres nous ont beaucoup aidés pour y voir clair et ne pas dire de bêtises, qu'on n'en rajoute pas du tout. On peut montrer, c'est indiscutable, que la BCE a créé 2500 milliards en 2 ans et demi. Donc, en gros, c'est l'ordre de grandeur, c'est à peu près 1000 milliards à la louche, c'est 1000 milliards par an. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas du tout de dire qu'on veut faire plus de création monétaire, on le dit très clairement dans tous les documents qu'on produit, il ne s'agit pas de faire plus de création monétaire, mais de dire comment est-ce qu'on peut mettre la création monétaire qui existe, celle de la Banque centrale et celle des banques privées, puisque Jean-Michel Nolot a rappelé que les banques privées ont aussi une capacité de création monétaire, comment on le met au service du bien commun et du climat. Où est allé cet argent? Puisque la BCE met à disposition pour relancer l'économie. Le but de la BCE, si elle a fait ça, c'est en disant que l'économie va retomber en récession, on veut relancer l'économie. On peut montrer qu'il y a 11% de l'argent, 11% qui est allé dans l'économie réelle. C'est vrai que les PME ont moins de difficultés qu'il y a 3 ans pour se financer. C'est vrai que les collectivités ont moins de problèmes. C'est 11%. Et l'essentiel va à la spéculation. C'est Christine Lagarde, c'est pour dire que cette analyse n'est pas juste nous, c'est Christine Lagarde à Davos, il y a 1 mois, a commencé par dire « Attention, on va vers une crise financière qui peut être plus grave, plus rapide et plus générale qu'en 2008 ». Maintenant, c'est tous les mois, honnêtement, on ne peut pas critiquer le FMI là-dessus, maintenant c'est tous les mois que le FMI ou la Banque mondiale ou la BRI ou l'IIF disent « On joue avec le feu ». Vous voyez le niveau de spéculation. La dernière fois qu'il y a eu une crise financière en 2008, le Dow Jones, c'est-à-dire le CAC 40 new-yorkais, le Dow Jones était monté à 14 000 points, et là, il était il y a 1 an à 20 000 points, et il y a 1 mois, il était à 26 000 points. Trump faisait des tweets surexcités en disant « Great, c'est du jamais vu, on est à 26 000 points ». C'est vrai que c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ni un tel niveau de spéculation, ni un tel niveau de dette. Le FMI dit qu'on a 2 problèmes majeurs, et le livre de Jean-Michel Nolot l'explique très bien aussi. On a 2 problèmes. Jamais nos économies continuent à se droguer à la dette, on n'a réglé aucun problème, et on a une spéculation massive. Et c'est la dernière interview de Schäuble aussi, quand il quittait le ministère des Finances, qui disait « La création monétaire va au mauvais endroit, elle va nourrir la crise ». Donc ce qu'on propose, le premier volet du traité, puisque vous savez qu'Angela Merkel et Emmanuel Macron ont dit qu'ils voulaient un débat citoyen, on n'est pas hors sol, hein, on n'est pas le président français, la chancelière allemande et d'autres chefs d'État ont dit qu'ils se donnaient 1 an. Donc on n'a pas juste 3 semaines, mais on n'a pas non plus 15 ans. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont demandé aux citoyens de s'impliquer et disent qu'en décembre, il y aura la conclusion. Les chefs d'État vont décider est-ce qu'il y a ou pas des nouveaux traités et est-ce qu'il y a ou pas des coopérations renforcées. C'est-à-dire s'il y a un sujet sur lequel on veut avancer, mais que les 27 ne sont pas d'accord, peut-être qu'on peut avancer à 12 ou à 15. Donc on est bien dans un vrai calendrier politique. Quand on propose un traité européen pour financer la transition énergétique, ce n'est pas nous qui nous mettons hors sol. Il y a bien un débat citoyen dans une vingtaine de pays. Le président Macron va le lancer officiellement le 17 avril par un grand discours à Strasbourg où il demandera aux citoyens de s'impliquer. Et notre objectif, c'est de s'impliquer vraiment et que le président français et Angela Merkel et les autres puissent dire à la fin de l'année « Ok, l'Europe était née avec le charbon et l'acier, c'était une décision révolutionnaire, l'Europe peut renaître avec un traité sur le climat. » Donc le premier point de notre traité, c'est dire on ne touche pas à la BCE, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je crois que Mireille, tout à l'heure, Mireille Martini a été très très claire. On peut, en améliorant le fonctionnement de la Banque européenne d'investissement,
parce qu'on est courageux mais pas téméraire, et toucher les statuts de la BCE, il y a des pays où c'est un peu trop. Donc on ne touche pas les statuts de la BCE, mais en améliorant, et sans doute quand même en modifiant un peu les statuts de la BEI, parce que je crois que c'est Pascal qui a dit que la BEI parfois fait 25% de choses très bien dans les énergies vertes, mais continue dans les 75% à financer y compris des usines qui produisent pas mal de CO2. Donc on voudrait que la BEI devienne la banque du développement durable et qu'il y ait un droit de tirage des pays, que les États membres puissent dire on peut se financer à taux zéro auprès de la BEI. Et il y aurait des autorités, de même que dans le premier plan Marshall, quand le plan Marshall qui a permis à l'Europe de se relever après la guerre, il y avait, je crois, 146 projets qui étaient estampillés plan Marshall. Tout le monde n'avait pas droit au financement du plan Marshall, mais il y avait quand même 146 projets qui avaient droit à ce plan Marshall. Et nous, on voudrait qu'il y ait sans doute les parlements nationaux sous contrôle du Parlement européen ou de la Cour des comptes, mais que ce soit au niveau local qu'on puisse dire, voilà, dans mon pays, la situation n'est pas la même au Portugal ou en Pologne. Moi, j'étais à La Réunion la semaine dernière, ce n'est pas le problème du chauffage, c'est le problème de la climatisation. Donc les investissements ne sont pas... On a tous besoin d'investissements, on a tous besoin d'un supplément de financement, mais la situation n'est pas la même dans un petit village, dans une grande ville, en Pologne et au Portugal. Mais donc, il y aurait bien un droit de tirage, entre guillemets, chaque pays aurait un droit, on n'arrive pas aux 1000 milliards, mais c'est ce que dit Nicolas Stern, c'est à peu près 2% du PIB. C'est une base de discussion, ça n'est pas forcément gravé dans le marbre, c'est une base de discussion, mais que l'ordre de grandeur de ce qui est nécessaire, d'après Nicolas Stern, d'après Stiglitz, c'est que chaque pays saurait qu'il a droit à un droit de tirage, si c'est utile, de 2% du PIB à taux zéro. Donc ça veut dire que la France aurait chaque année 45 milliards qui seraient fléchés, efficacité énergétique, énergie renouvelable. L'Allemagne aurait chaque année 60 milliards, la Grèce aurait chaque année 7 milliards. Chaque pays saurait, si c'est bien utilisé, qu'il est sûr d'avoir ses financements. Il n'y a pas besoin de renégocier ça à chaque fois. C'est la première partie de notre traité qu'on demande. La deuxième, c'est, et Daniel en a parlé, d'avoir un vrai budget pour l'Europe, un budget climat. Quand Emmanuel Macron dit qu'il veut un budget de plusieurs centaines de milliards pour l'Europe, nous, on applaudit, on dit qu'il faut en particulier un budget climat de 100 milliards chaque année. Il y a un budget dans tous nos pays, il y a un budget pour l'éducation, et c'est très bien, il y a un budget pour la santé, il y a un budget pour les retraites, il y a un budget pour... Il faut qu'il y ait un vrai budget climat. Donc, comment le financer? Comment trouver des... C'est pour financer la transition en Europe et aussi pour la Méditerranée, on en parlait ce matin, pour l'Afrique, ça n'a pas de sens de vouloir changer nos modèles uniquement en Europe et de ne pas améliorer la coopération avec les États voisins. Donc, 100 milliards, c'est en gros 40 milliards qui pourraient aller pour l'Afrique et pour le pourtour de la Méditerranée, 10 milliards à la louche, mais tout ça est des ordres de grandeur pour un effort de recherche, Michel en parlera tout à l'heure, et puis 50 milliards pour cofinancer la transition sur chacun de nos territoires. Il y a d'un côté des prêts à taux zéro qu'on remboursera au fur et à mesure, et puis il y a besoin d'un budget, de l'argent qu'on peut dépenser, qu'on peut utiliser pour des investissements utiles, mais qu'on n'aura pas à rembourser. Quand on a créé l'école, on n'a pas dit aux gens de s'endetter à taux zéro. On leur a dit l'école est obligatoire. Donc là, il ne s'agit pas de tout rendre obligatoire, mais il s'agit de dire qu'on veut accélérer et donc cofinancer. Comment on fait pour... Quand Emmanuel Macron dit qu'il veut un budget de plusieurs centaines de milliards, nous déjà on est moins ambitieux, juste 100 milliards chaque année pour le climat. Comment est-ce qu'on trouve ces ressources? Je voyais l'autre jour le directeur de cabinet de la ministre qui me disait que c'est déjà une boucherie, déjà que pour financer le budget européen après le départ de l'Angleterre, c'est déjà des discussions un peu violentes. Parce que tout le monde veut plus d'Europe, mais pas avec mon argent. On a 27 Madame Thatcher autour de la table qui disent « touchez pas à mes sous ». Donc il faut trouver des ressources propres. À nos yeux, et on n'est pas les seuls, c'est déjà ce que disait Jacques Delors il y a 25 ans, donc ça fait 30 ans que le GIEC dit que la planète brûle, mais ça fait déjà 25 ans que Jacques Delors explique qu'il faut des ressources, et d'autres disent qu'il faut des ressources propres pour l'Europe. La meilleure façon, sans doute, parce qu'aucun de nous, je pense, n'a envie de taxer les personnes. Si on dit que l'Europe fait un impôt sur le revenu des personnes, ce n'est pas très populaire. Si on dit que l'Europe augmente la TVA, ça ne va pas être très populaire. Donc comment trouver ce budget de centaines de milliards que propose la présidence française, ou déjà 100 milliards pour le climat, sans taxer les personnes? Augmenter le coût du travail, ce ne sera pas très populaire. On pense que la meilleure façon de le faire, et c'est faisable en 2 ans, parce que la Commission européenne a déjà préparé techniquement le travail, c'est de lutter contre la concurrence fiscale intra-européenne. Vous voyez sur cette courbe, depuis 20 ans, la façon dont l'impôt sur les bénéfices diminue, parce que chaque pays baisse son impôt sur les bénéfices, parce que le voisin l'a fait. Et donc c'est une concurrence intra-européenne, ce n'est pas le reste du monde qui nous l'impose. Le journal Ouest France a fait ce graphique l'autre jour qui est assez parlant, où on voit comment aux États-Unis, depuis Roosevelt jusqu'à Trump, le taux d'impôt, je le redis plus lentement, aux États-Unis, un pays libéral, le taux d'impôt de Roosevelt jusqu'à il y a 2 mois était à 38%.
Parce que quand Roosevelt arrive aux États-Unis au pouvoir en 1933, c'est pareil. Il y a le Texas qui baisse son impôt, la Floride qui baisse son impôt, l'Arkansas qui baisse son impôt, et Roosevelt dit on ne va pas continuer comme ça, on va tous se ruiner. Et donc en 3 mois seulement, en 3 mois, Roosevelt a créé un impôt fédéral sur les bénéfices et il n'y a que Trump qui a touché, même Reagan ne l'avait pas fait. Mais donc vous voyez comment aux États-Unis le taux d'impôt était à 38, il est tombé à 24 maintenant. Avec la réforme de Trump, le taux d'impôt sur les bénéfices est tombé à 24 et que nous en Europe on est à 19. Donc est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on crée un impôt de 5%? Notre proposition est raisonnable, on pense, un impôt de 5%, un impôt fédéral, un impôt européen sur les bénéfices et ça rapporterait chaque année 100 milliards. Encore une fois, on n'est pas les seuls à le dire, simplement nous on dit que c'est à l'occasion du climat sur une question fondamentale qu'il faut lancer ce débat, mais Mario Monti, l'ancien président du Conseil, vient de rendre un rapport au bout d'1 an de travail avec d'autres dirigeants de haut niveau et sa conclusion c'est l'Europe va mourir, l'Europe va se disloquer. Il ne parle même pas du climat, lui c'est à politique constante et Mario Monti dit la meilleure solution c'est bien un impôt européen sur les bénéfices. Donc je le redis, ça n'est pas un impôt sur les personnes, ça n'est pas un impôt sur les entreprises, c'est un impôt sur les bénéfices ex post, sachant que les bénéfices qui ne sont pas investis, les bénéfices qui partent vers les dividendes sont de plus en plus importants. Pour la France, vous voyez par exemple que les dividendes par rapport à la masse salariale ont plus que triplé en 30 ans. Et même le FMI dit que ça pose vraiment un problème économique. Même le FMI dit aujourd'hui que le besoin de dette, si nos économies sont dopées à la dette, c'est parce qu'il y a une énorme fuite qui quitte l'économie réelle, c'est les bénéfices non réinvestis qui vont aux 1% les plus riches, en schématisant mais à peine. Et donc même du point de vue bêtement économique, prendre 5% sur les bénéfices pour les réinjecter dans l'économie, pour créer des emplois sur tous nos territoires. Je pense que même du point de vue bêtement économique, c'est une façon de créer de l'activité et de relancer l'économie en sortant du piège de la dette. Donc, et c'est tout à fait possible, je le répète, même avec la réforme de Trump, on peut créer un impôt de 5% en Europe et on ne dépassera pas le total des impôts de chaque pays plus l'impôt fédéral de 5%. C'est tout à fait compatible, même avec la réforme de Trump. Ça permettrait quoi? Ça permettrait, je l'ai dit, un effort pour l'Afrique et la Méditerranée. Si on a 100 milliards chaque année à dépenser, on aurait 40 milliards, on propose 40 milliards chaque année pour l'Afrique et la Méditerranée, en gros 10 milliards pour la politique de recherche, et le reste permettrait de diviser par 2 la facture. Si on veut accélérer dans le bâtiment, Manuel Domergue a très bien parlé tout à l'heure des passoires thermiques, mais notre but c'est que dans tous les bâtiments, l'UNESCO, les universités, les gymnases, tous les théâtres, les usines, les bureaux, qu'on puisse dire que d'ici 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés. Ça n'est possible que premièrement, si tout le monde a compris que c'est un enjeu collectif, c'est pas juste le problème de Nicolas Hulot ou de Jouzel, que ça nous concerne tous. Ça n'est possible que s'il y a une ingénierie au niveau local, l'ADEME a plein de compétences là-dessus. Moi, s'il fallait isoler l'immeuble où j'habite, je ne sais pas à qui m'adresser pour faire le diagnostic thermique, je ne sais pas à qui m'adresser pour faire les travaux. Donc il y a une vraie ingénierie à mettre en place au niveau local. Et puis ça aurait d'allure qu'on puisse dire on divise par 2 la facture. Ça n'est pas possible de le faire gratuitement. Et ça n'est sans doute pas souhaitable, sinon les gens laisseront les fenêtres ouvertes en hiver. Mais on peut dire on divise par 2 la facture. Quand Manuel disait qu'il faut 30 000 € pour faire une rénovation en moyenne, eh bien on pourrait dire si la rénovation est correcte, vous recevez un chèque de 15 000. Les États membres et l'Europe vous payent 15 000. Et vous avez 15 000 à financer par un prêt à taux zéro que vous rembourserez sur 20 ans. Et si vous fermez effectivement vos fenêtres et si vous mettez pas si vous n'avez pas besoin de clim en été, vous pourrez rembourser. Et si on divise par 2 la facture, on peut penser qu'on va vraiment accélérer le mouvement. Je finis en disant que c'est l'occasion d'agir sur tous les leviers en même temps. Tout à l'heure, on aura quelqu'un de la FNSEA qui nous dira comment aussi... Il y a la question du logement, il y a la question des bâtiments publics et privés, il y a la question des usines et des bureaux, mais il y a aussi la question des transports. La Cour des comptes a insisté tout à l'heure sur le fait que les transports, on en parlera cet après-midi, c'est le plus compliqué et le plus coûteux, mais c'est aussi le premier émetteur de gaz à effet de serre. Donc si on a bien ces financements, on pourra s'attaquer en parallèle à l'ensemble des bâtiments, à la question des transports, à la question de l'agriculture, à la question de faire des énergies renouvelables. Si on débloque ces financements et qu'on a un traité européen qui nous garantit leur stabilité, on peut penser que ça va créer une dynamique très forte. Et l'ADEME nous dit qu'il y a des emplois qui vont disparaître. C'est pour ça qu'il faut aussi créer des emplois à proximité, que ceux et celles qui travaillent dans le charbon, on puisse leur dire qu'à proximité de chez eux, ils vont retrouver un boulot correctement payé, que ceux qui travaillent, ceux qui font des transports routiers, si on veut faire des circuits courts, on va plutôt développer aussi le ferroviaire. Il faudra permettre à ceux et celles qui sont dans ces domaines de se recycler, de trouver un boulot correctement payé à proximité. Donc il y a des secteurs où on va détruire de l'emploi, mais l'ADEME ou le CNRS nous disent que le solde net, le solde de création, même en tenant compte des emplois qu'on va détruire en 10 ou 20 ans, c'est entre
entre 600 000 et 900 000 emplois, CNRS ou ADEME plus récents. Et donc, y compris au niveau européen, entre 5 et 8 millions d'emplois. Une vraie dynamique au niveau des territoires, on ne le dit pas assez, mais en Allemagne, le développement des énergies renouvelables, ça se fait beaucoup par des citoyens. Ce n'est pas un opérateur public qui s'occupe de tout, même si la question des réseaux est très importante et que l'opérateur public doit veiller à la qualité des réseaux. Mais ici, c'est des parents d'élèves qui ont mis du photovoltaïque sur le toit de l'école. Et petit à petit, à partir de l'école, on met du photovoltaïque dans tout le quartier. Et ça crée 3 emplois. Et au lieu de payer de l'argent, de mettre des milliards pour le gaz de M. Poutine ou pour le pétrole qui vient des pays arabes, on dépense moins d'argent. Il y a la Tchet Etcheverry qui pourrait raconter comment, en Pays Basque, ils ont fait une étude sur les créations d'emplois qu'on peut faire vraiment en Pays Basque. Les créations d'emplois ne seront pas les mêmes partout, mais l'effet sur l'emploi, et c'est l'occasion d'une gestion par les citoyens de leur énergie et de la production. On me dit qu'il faut que je raccourcisse, donc je vais dire qu'on peut tous y gagner, y compris sur nos dépenses. La Commission européenne dit que chacun de nous pourrait économiser 800 € en moyenne. Il y a un bienfait pour la collectivité, il y a un bienfait pour les générations futures, mais chacun de nous dépenserait beaucoup moins de chauffage, moins d'argent dans ses transports ou dans la clim, 800 € entre 800 et 1000 chaque année. Il faut, pour gagner la bataille, donc c'est une vision globale. Je pense qu'il ne faut pas opposer une action publique et la finance verte. Nous, ce qu'on veut, c'est un financement hybride, vous l'avez compris, je conclus. Le pacte qu'on propose, c'est que déjà au début, on était juste 150 personnalités. Maintenant, il y a déjà plus de 20 000 citoyens qui veulent se mettre en mouvement pour gagner cette bataille. C'est un financement hybride, de même qu'on dit qu'il y a des voitures hybrides avec un moteur thermique et un moteur électrique. Et là, on a un financement, je répète, on ne touche pas à la BCE, mais la BEI, on met la création monétaire et là, on modifie les statuts de la BEI pour être sûr que ça va encore plus vite que ce qui se fait déjà et que même si le nouveau patron de la BEI change d'avis, les États membres sont sûrs d'avoir ce droit de tirage. Donc, il y a un financement. Il ne s'agit pas de créer plus de monnaie, mais de mettre la création monétaire au service du bien commun. Donc il y a un financement par la BEI, et puis il y a un financement, Daniel l'a dit, la taxe carbone, taxe aux frontières, la taxe Tobin. Daniel Lebègue, ancien patron du Trésor, a redit qu'il fallait une taxe sur les transactions financières, et puis cet impôt de 5% sur les bénéfices. Et pour le Victory Programme, Pascal disait qu'il croyait à la victoire, nous croyons tous à la victoire, et je pense que de même que dans les pays du Nord, parce que là, ce n'est pas le cas dans les pays du Sud, on a fait des gros progrès contre le sida avec une trithérapie. Il n'y a pas un médicament, mais c'est en attaquant le virus de plusieurs côtés. Sur la question du climat, il faut en même temps orienter les investissements privés vers ce qui est bon pour la planète et pas 1 € de plus dans les usines qui produisent du CO2. En même temps, augmenter le prix du carbone. Et les deux se renforcent mutuellement. En même temps, définir de nouveaux standards. C'est-à-dire que dans 15 ans, on ne pourra pas rouler avec des voitures qui consomment trop, que dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être à des normes correctes, qui ne sont pas exactement les mêmes dans des vieux bâtiments et dans des nouveaux, mais voilà. Et puis, 4e action, booster les investissements et fluidifier et permettre et sécuriser les investissements pour que, par exemple, on puisse former des gens, sachant qu'il y aura du boulot pour tout le monde. C'est un cercle vertueux. Si on sait qu'on a des financements pendant 20 ou 30 ans, on va former les gens et il y a une offre qui se crée sur tous nos territoires. Et ça n'est possible que si le plus grand nombre est convaincu. Franchement, ça n'est possible que si le plus grand nombre est convaincu, de citoyens, de dirigeants. C'est là qu'on a une bataille à mener et qu'on vise une action universelle. L'Europe fait 10% des émissions, donc c'est très important. Mais dans notre pacte, on propose de travailler en coopération étroite avec tout autour de la Méditerranée et avec l'Afrique. Et notre but, c'est que petit à petit, ça fasse effet boule de neige. On parle souvent de l'effet de domino quand il y a une catastrophe. S'il y a une banque qui fait faillite, il y a 3 autres banques qui vont faire faillite. Mais peut-être aussi que si l'Europe montre pour de vrai qu'un nouveau modèle est possible, un modèle qui respecte la justice sociale, qui respecte la dignité humaine, qui respecte la planète, et où on vit bien, on pourra encore se chauffer, on pourra avoir des maisons bien isolées, on pourra se transporter, on mangera moins de viande, mais on mangera bien, et c'est bon pour la santé. Si l'Europe, non pas dans des bouquins ou dans des colloques, mais en vrai, montre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, que ça marche, et ça crée des emplois, et on s'y retrouve tous, et que c'est un peu compliqué, mais qu'on règle les problèmes au fur et à mesure, peut-être que le successeur de Trump ou la successeur de Trump dira qu'il veut faire pareil, peut-être que l'Inde, la Chine, chacun avec sa culture, embrayera. Voilà, comment ratifier ce traité? On pense que les citoyens doivent être impliqués. On reprend l'idée d'Habermas, ce n'est pas nous qui avons eu cette idée, mais c'est le grand philosophe allemand, il y a 5 ans, qui a dit que l'Europe allait mourir s'il n'y avait pas un nouveau projet, que les citoyens n'en peuvent plus d'une Europe qui ne correspond à plus, où on ne sait plus où elle va. Et donc le grand philosophe Jürgen Habermas disait il faut un nouveau projet et il pourrait être adopté par référendum le même jour dans tous les pays d'Europe. Ça aurait de l'allure,
Alors, il y en a qui votent le jeudi, il y en a qui votent le samedi, il y en a, c'est pas des vrais référendums. Rudy va dire que c'est une consultation en Belgique, mais en gros, ça aurait quand même du sens si tous les Belges, la même semaine que les Français, les Portugais et les Polonais, ce serait passionnant dans toutes les familles, dans toutes les entreprises, dans tous les cafés, on parlerait de est-ce que tu votes pour le oui, est-ce que tu votes pour le non, et ça aurait de la gueule, et du coup, ce serait pas pour ou contre Macron, pour ou contre Merkel, pour ou contre Rajoy, c'est les peuples d'Europe qui décideraient si oui ou non, ils veulent vivre en équilibre avec la petite planète qu'il est. Et Merkel et Schäuble avaient dit oui. Alors, parmi les difficultés, il y a évidemment quelques lobbies qui vont peut-être nous freiner. On sait qu'on a vu sur le glyphosate ou autre qu'il y a quelques lobbies. Il faut changer nos comportements personnels. Moi, comme bon béarnais, je passe mon temps à dire qu'il faut manger moins de viande, mais j'en mange encore plusieurs fois chaque semaine. Voilà, donc il faut en même temps militer pour un changement collectif et être capable de remettre en cause nos fonctionnements personnels. Le plus gros problème, je pense, c'est l'inertie du système. Avec Jean Jouzel, avec Miguel Moratinos, on a été reçus 4 fois à l'Élysée depuis quelques semaines, 3 fois au Quai d'Orsay. On voit qu'il y a un vrai intérêt pour nos propositions, mais j'imagine que le conseiller diplomatique, dès qu'il nous a fermé la porte, il nous a dit que c'était super intéressant, il nous a demandé s'il pouvait prendre nos graphiques, et il est vraiment intéressé, sinon il ne nous aurait pas reçus. Mais un quart d'heure après, on lui demande de régler une urgence en Syrie, ou de négocier avec les Iraniens, ou de répondre à ce que dit Trump sur voilà. Donc je pense que nos dirigeants, il y a encore un travail à faire, et c'est à nous, on ne peut pas critiquer nos dirigeants si nous-mêmes on ne fait pas le maximum pour les pousser au courage et leur montrer qu'on est très nombreux à vouloir ce changement. Je pense que mon adversaire, c'est pas la finance sur ce coup-là, mon adversaire, c'est notre inertie collective. Certains pensent que c'est pas grave, d'autres pensent que c'est foutu, et on a quelques mois, on a 1 an pour faire bouger les choses. Voilà, et on a besoin d'une décision révolutionnaire. Je vais finir en citant Schuman et Adenauer. Aujourd'hui, l'Europe, c'est un truc qui casse les pieds, pour être poli. L'Europe, c'est un ronron. On parle de l'Europe essentiellement pour ses scandales, quand Juncker veut imposer un de ses proches comme secrétaire général. Mais au début, l'Europe, c'était un truc révolutionnaire. Quand Schuman et Adenauer ont décidé de mettre ensemble le charbon et l'acier, c'est un truc énorme. Le Figaro disait le lendemain, une initiative révolutionnaire. Ça fait quand même des dizaines d'années qu'on se tapait dessus, et à chaque fois qu'on a gagné la guerre, on prenait le charbon et l'acier de l'autre pour être sûr de lui taper dessus encore plus fort. Et tout d'un coup, en 3 semaines, Schuman et Adenauer décident, et convainquent les autres pays, de mettre ensemble le charbon et l'acier pour être totalement sûr qu'il n'y aura plus jamais de guerre sur notre continent. Et cette phrase magnifique prononcée par Schuman, c'est les premiers mots de Schuman, quand il annonce l'union charbon et acier, la paix mondiale ne saurait être préservée sans des efforts créateurs à la hauteur des dangers qui la menacent. Et je crois que c'était vrai en 1950, mais qu'en 2018 aussi, la paix mondiale est menacée par plein de choses, mais que la question du climat est le danger le plus grave et qui va s'aggraver, qui va devenir irréversible, et qu'on a besoin d'un acte révolutionnaire. Et c'est à nous, les citoyens, de dire si on veut ou pas cet acte révolutionnaire. On en reparle cet après-midi, et j'espère qu'on sera très nombreux à être ambassadeurs de ce projet. Merci. Merci. On se retrouve à 14h parce que cet après-midi aussi est bien rempli et Nicolas Hulot arrive à 18h30 et on ne fait pas attendre un ami, surtout quand il est ministre d'État. Donc on a une après-midi bien remplie. À tout à l'heure.